Brest? C'est ça, en plein centre-ville. Oh, j'adore ce que tu fais, les animations, les rencontres, et puis les jeux aussi, quel choix impressionnant. Oh, c'est gentil. Et toi, t'es qui? Moi, je suis un ancien, ça fait 3 saisons que je suis le partenaire du jeu Antenne. Non, la boutique Sortilège de Vannes, c'est toi? Eh ouais, c'est ça même. Ruoche, quartier de la mairie? Affirmatif, chef. Oh, j'y crois pas, mais je suis fan. JCE, JCC, les tournois, et puis chez toi aussi, le choix dans les jeux de société et le conseil personnalisé. Vraiment, respect, mec. Ah merci, ça me touche. Allez viens, je t'invite, ça me fait plaisir. Bonsoir messieurs. Ah, je vois que les partenaires du jeu Antenne de cette saison se sont enfin rencontrés. Eh oui, si on joue à l'antenne cette année dans des Luds, c'est grâce à Croque-Jeu, rue Clémenceau à Brest, en centre-ville. Et Sortilège, Ruoche, à Vannes, quartier de la mairie, c'est bien nous. Bon, et qu'est-ce que je vous sers alors? Mets-nous de verre et une bonne dose de générique. Ok, un générique, et c'est parti. Tu veux jouer avec moi? Oh non, je pense que je les ai lancés. Le je pense? Qu'est-ce que tu veux dire? Des ludes Des ludes et des plumes. et des plumes. La seule émission radioludique qu'on écoute jouer. Et toi, à quoi tu joues? Et toi, à quoi tu joues? Dans Des ludes et des plumes, on est ensemble pour 2 heures de presque direct. Avec ce soir pour vous parler de l'actualité ludique. À mes côtés, Yann. Bonsoir Alexis, bonsoir à tous. Bonsoir. À ses côtés à lui, il y a Damien. Ça va Damien? Ça va très très bien. On n'en saura pas plus. Et bonne année à tous. Il y a aussi Talmo. Ça va Talmo? Bonsoir Alex, ça va très bien. Oui, alors toi je vais rester un petit peu plus longtemps sur toi parce que contrairement aux 2 autres qui n'ont pas foutu grand chose, qui ont profité des vacances pour on n'a pas fait nos devoirs. Moi j'ai travaillé. C'est ça, toi t'as travaillé. Tu voulais savoir ce que j'ai fait? Exactement, parce que j'ai pas pu te le dire aujourd'hui parce que j'étais en panne de MSN. Ça arrive. Alors j'ai préparé un petit jeu débile. Pour les jeunes et pour les moins jeunes, maintenant on dit Messenger, on le sait. Mais, pardon. mais Talmo dit MSN, voilà. T'es sur ton adresse Caramel? C'est ça. C'est 3615 MSN. Et donc j'ai préparé un petit jeu à la manière de Château Aventure dans le monde merveilleux de nos invités, à savoir le showbiz, le strass, les paillettes. Ah, parce que justement, oui, nos invités ce soir, il s'agit du groupe d'Alva, pardon. Non, je l'ai fait exprès. Non, il s'agit du groupe d'Alva. D'Alva qui est venu donc nous parler de la sortie de leur album et qui va nous permettre d'en apprendre un petit peu plus sur eux et aussi sur leur musique puisqu'on aura la chance de pouvoir écouter quelques morceaux durant l'émission. Alors avant de venir vers vous pour parler du groupe, ici dans l'émission on fait toujours un petit jeu en direct comme ça, un jeu en début d'émission et ce soir le jeu qu'on fait c'est Rapid City. Alors Rapid City c'est c'est le tout premier jeu de Frédéric Boule. Il est édité chez Bad Taste Game. C'est Henri Kermarek qu'on connaît très bien, qui est déjà venu plusieurs fois dans l'émission, au design graphique. Et par contre les illustrations sont de Jean-Marie Minguez. C'est à partir de 8 ans pour des parties, allez on va dire entre 20 et 30 minutes et on peut y jouer de 3 à 6. C'est un jeu de rapidité visuelle. On va avoir des tuiles posées sur la table. Alors vous voyez dans les tuiles il y a des saloons, des tipis et des prisons de shérifs en fait. Et on a aussi des petits cow-boys tout autour. Donc on a chacun une couleur qu'on va prendre au sort. Et puis ensuite en retournant les cartes, il y aura des symboles, des choses à faire. Alors je vais vous aider un petit peu parce que sinon vous risquez d'être perdu et ce ne serait pas juste. Dans les cartes, voilà le type de carte que l'on va avoir. On va avoir des cartes indiens. Alors si on prend la carte indien, si la carte indien est retournée, il faut le plus rapidement possible prendre son bonhomme de sa couleur et le poser sur une case qui ne comporte pas de tipi. L'Indien en fait va dans le tipi et nous on va partout ailleurs. C'est un peu comme les chaises musicales, c'est-à-dire que celui qui n'a pas de place pourra pas poser son cow-boy et se prendra une pénalité. On a la même chose si on retourne donc le shérif. Le shérif lui va aller forcément dans la prison et donc on prend son petit cow-boy et on va partout où ce n'est pas une prison, soit dans les tipis, soit dans les saloons. Et le hors-la-loi, lui par contre il est un petit peu sous l'eau, il picole bien, donc lui il va dans les saloons et nous on va aller dans les tipis ou dans les prisons. Jusque là ça va. Ouais. On prend donc son bonhomme de sa couleur et on le place sur un lieu.
Principe de chaise musicale, plus de place, on se prend une pénalité. Il y en a 2 qui n'auront plus de place. Oui, là il y en a 2 qui auront plus de place parce qu'on joue à 6. Ensuite, on a des cow-boys de notre couleur. C'est-à-dire que si moi je joue avec le cow-boy bleu, j'ai des cartes cow-boy bleu. J'en ai 3. J'ai une carte cow-boy bleu où il a le pistolet dans la main droite, une carte cow-boy bleu où il a le pistolet dans la main gauche. Pas de souci pour cette partie-là qui est une partie en mode, on va dire, en mode débutant. On ne tient pas compte des mains. Mais si mon cow-boy a un pistolet, il attaque. S'il attaque, il faut que j'attrape un maximum de cow-boys d'une autre couleur que la mienne. Mais vous avez intérêt à vite récupérer votre cow-boy pour que je ne le prenne pas. Si vous vous trompez de couleur, c'est une pénalité. Si je prends mon cow-boy en plus des autres, c'est une pénalité. D'accord. Et si mon cow-boy sort, je vous ai dit qu'il y avait 3 fois, c'est que mon cow-boy peut sortir aussi en mode je ne veux pas dégainer, j'ai mes 2 pistolets rangés et je suis prêt à dégainer mais je ne le fais pas. Et là, il ne faut rien faire. C'est un piège. Si on touche un cow-boy, on se prend une pénalité. Et ouais, t'as tout compris. C'est pas trop dur? Non, ça n'a pas l'air. Après, faut être vif. Ah, faut être vif, exactement. Il va falloir commencer par choisir une couleur chaque année, quoi. On sait déjà qui va perdre. Damien, parce qu'il est le plus loin. Ouais. Donc il va falloir choisir une couleur chacun pour commencer. Alors je propose que on les prenne par facilité. On peut les mettre par couleur de micro, Alex. Alors moi je vais prendre le rouge. Bien vu. Ah zut, on n'a pas de jaune. Damien, tu auras le noir, Yann le bleu. Ouais, je vais prendre le blanc, moi. Je vais prendre le blanc parce David que. aussi, là, un noir. Ouais. Ah oui. Hop là. Le blanc. Voilà. Et toi, Telmo, puisque tu es daltonien, tu auras le orange. Voilà. Mais non, il est gris comme ma bonnette. Hop, je mélange les cartes. Je les pose, je fais de la place sur la table parce que bien sûr, c'est le bazar. J'ai fait tomber donc des cartes, donc il en manque. C'est pas grave parce que je pense qu'on fera pas le tour du paquet de toute façon. Hop. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que tu es assez près de la table, Damien? Oh ouais, ça vous fera une excuse pour dire que vous avez gagné. Ouais, tout le monde est OP. Alors attention, première carte. Tac, c'est un cow-boy rouge avec un flingue dans les mains. Donc il faut que j'attrape. Par exemple, moi j'étais le rouge, c'est moi qui attaque. J'ai pris le blanc et le bleu. Donc le blanc et le bleu, vous prenez une pénalité. Dans la boîte, il y a des petites balles, tu sais, les petites cartouches de 6 Colt, là, de Colt. Et on peut les donner, ça représente les pénalités. Celui qui en a 6 est éliminé. Ok. Mais là, voilà, comme ça me mettait du bazar sur la table, on va juste s'en souvenir. Vous avez chacun une pénalité. Vous êtes prêts? Ouais. Pof! Le blanc attaque. Il faut défendre son cow-boy. On a droit de lui arracher son cow-boy de sa main? Alors, c'est pas stipulé dans les règles. Donc, je pense qu'on peut l'interpréter comme on veut. C'est-à-dire que peut-être ils ont eu affaire qu'à des gens courtois et polis qui disaient d'accord, après vous, mon cher, prenez mon cow-boy, vous l'avez touché avant moi. On peut vite en venir au physique. C'est ça. Après, les coups de boule, ça marche aussi. Donc là, personne n'a rien. Moi j'ai pris une pénalité, je suis encore. À 2 pénalités. Ah voilà, je me doutais bien, il fait style je dis rien, je fais pas de bruit, mais il a 2 pénalités. Tac. Hop, il faut aller partout qui n'est pas un tipi. Voilà, l'Indien, il va dans le tipi, donc nous on va là où il n'y a pas de tipi. Donc le jaune et le noir, vous avez une pénalité. Ah, c'est trop. Et on reste là où on était ou Non, on se remet à côté après. Et là, on va sortir. Commence à comprendre. Ça y est. Là, on sort un cow-boy vert qui attaque. Donc, t'as le motel vert. Effectivement, t'as attrapé un cow-boy jaune et un blanc. C'est parfait. Non, c'est très très bien. Il faut vraiment faire attention. Alors, là, c'est le jeu, je vous l'ai dit, c'est le jeu en mode facile. Parce qu'on peut ajouter d'autres cartes. On a des cartes avec des trousses de soins qui, si elles sortent, elles montrent l'un des lieux. Donc, le saloon, le tipi ou la prison du shérif, et là il faut vraiment mettre son cow-boy dessus pour se dégager d'une pénalité. Et on a aussi des cartes avec 2 ennemis, c'est-à-dire que dessus on peut avoir un indien et le shérif, auquel cas le seul endroit où on peut se réfugier c'est le saloon, et donc ça fait qu'on va avoir beaucoup plus de gens éliminés d'un coup. Et enfin, je vous l'ai dit, on ne tient pas compte de la main du cow-boy, parce que la dernière subtilité du jeu, si on veut ajouter une règle encore supplémentaire, notre cow-boy qui a le pistolet dans la main droite ou la main gauche, ça va nous servir à nous de main d'attaque. Si mon pistolet est dans la main droite sur l'image, je ne peux utiliser que ma main droite pour attraper les cow-boys ennemis. Mais ça, c'est quand on joue sans micro.
Oui, bien sûr. Bien sûr. Là, par exemple, tac, un cow-boy bleu. Oh là là. Comment t'as fait? Je pense qu'il a regardé les cartes avant parce que parce qu'il était quand même au taquet. Je vérifierai sur peut la avoir vidéo. un Vous avez ralenti. des preuves à ce que vous avancez? On peut avoir un ralenti sur Facebook Live si vous Oui, voulez. tout à fait, parce qu'en plus 30 secondes il y a un avant décalage qu'il tourne la il carte. y a un décalage sur l'ordinateur, tu vois. Donc Il on s'est va pouvoir passé se un rendre truc, compte. Comment il a su. Tiens, Mais j'ai des bons yeux, j'ai des bons réflexes. c'est tout. ça. On va le faire dans ce sens-là. Attention, on va faire encore 2-3 cartes. Attends, c'est lequel le tire-toi? Alors, je dirais Moi, quand même que je viens de vérifier sur la vidéo, parce que ça vient de passer effectivement. Le fourbe, on était en gros plan sur vous, 4 au centre de la table. On ne voyait pas Yann, on n'a pas vu ce qu'il a fait, D'accord. sauf au moment où Je il s'est sais. jeté. En fait, quoi. Pas vu, t'as pas pris. soulevé la Ah carte ouais. comme Là, ça, il y a ça aucune été preuve. filmé et lui, Ah ouais, il a l'a tout vu. en régie là-bas. Et ben là, en tout cas, paf. Ah, tu prends une pénalité. Mais oui, Mais oui, parce que il fallait rien faire. Il a pas du tout de pistolet dans les mains. Bah oui, tous ceux qui ont pris un cow-boy dans les mains, vous prenez une pénalité. Mon cow-boy attaquait pas du tout là, il était serein. Il était juste en mode attention. Il a pas un pistolet, c'est ça? Bah ouais, c'est ça. Non. Tu vois, ses pistolets sont rangés. Il est en mode on va faire un duel peut-être si vraiment tu me chauffes. Mais là pour l'instant, il a pas l'air de vouloir le dégommer. Contrairement à lui. Paf. Et non. Mais non, lui Et non. aussi, Lui c'était la bonne couleur. T'as bien vu que c'était ton cow-boy. Mais la carte, elle est à l'envers. Mais ouais, effectivement, il avait pas non plus Ah non, c'est pas de facile, pistolet hein. dans la main. Allez, on en fait une dernière. Ouais. Tac. Et là, c'est le rouge Là, il a qui un attaque. Ah, t'as pris le tien. Et voilà. Alors, j'ai bien chopé le blanc hein, parce que Mais ça compte Damien pas a parce que t'as abandonné. pris- Ah, mais j'ai pris le mien, donc je me prends des pénalités aussi. Donc voilà, et on joue comme ça, en rapidité visuelle, en essayant d'attraper des cow-boys, en essayant de les placer sur les bons lieux, en pouvant ajouter donc des règles supplémentaires. C'est fun, ça se joue facilement parce que ça prend pas beaucoup de place. Hein. Nous on l'a fait sur une petite table. Alors effectivement, en mode micro, c'est pas extrêmement facile, mais voilà. Rapid City, ça vient de sortir chez Bad Test Game, et il y a moyen de passer. Oui, ça Du vient bon renouveler les petits jeux de rapidité, hein, du Ouais. style Jungle Speed et compagnie, quoi. Exactement, rapidité visuelle, Mhm. repère, on attrape. Alors là, il n'y a pas qu'une chose à attraper, il y en a plusieurs. Donc, comme tu disais, ça permet quand même d'avoir ces fameuses confrontations de je l'ai eu en premier. Puis sur la rapidité, le thème du western où on s'affronte, ça c'est bien trouvé. Ouais, c'est pour ça, ça marche bien. Mm. Et vraiment, en ajoutant les petites cartes supplémentaires qui créent qui complexifient le jeu, et en appliquant cette fameuse règle de main droite, main gauche, il y a moyen de faire d'un petit jeu fun un jeu un petit peu plus fourbe et sournois. Par contre, une demi-heure la partie, oui, ouais. Après, effectivement, je pense que C'est si on passe veut à aller autre chose, quoi. Ouais, c'est si on veut aller Ouais. au bout des cartes en fait. Mm. Mais là nous parce qu'on est en mode émission et qu'on n'était pas tous autour de la table ultra concentrés. Sinon t'as vite fait de vouloir quand même prendre ta revanche parce que ton cow-boy est pas encore sorti ou parce que tu viens de te tromper mais t'es sûr qu'à la prochaine ça va marcher. Et puis quand tu joues avec les enfants, on a vu sur des jeux comme Bazar Bizarre, très souvent tant que le tas est pas fini, de toute façon ils continuent de piocher des cartes. T'as beau dire mais nous on arrête parce qu'il faut y aller, non, il en reste, on y va. C'est pas fini. Et ils marquent les points, même que tu es déjà dans la voiture, le moteur en route, ils disent non, 23, 12, t'as perdu. Donc voilà, Rapid City, je le rappelle. On va faire la première pause musicale de l'émission. Alors, je vous l'avais dit, comme on a la chance d'avoir Dalva ce soir avec nous, on va pouvoir écouter un morceau de leur album qui vient de sortir, hein, il me semble. il s'appelle Ray Dalva, c'est ça? L'album s'appelle Rail, donc rail Ouais. en français. Et il vient de sortir effectivement il y a vraiment quelques jours. Là, on l'a présenté au Forum de Niviac et aussi au Festival Jazz à l'Ouest à Rennes, au Champ Libre, à la MJC Passé. Voilà. Donc le premier morceau c'est Fool's Gold Blues. C'est ça, et c'est tout chaud. Vous êtes toujours dans Des Ludes et des Plumes, la seule émission radioludique qu'on écoute jouer, enregistrée en direct des studios de Plume FM dans le Morbihan pour ce live Facebook. Dans moins d'une minute va commencer l'interview de notre invité de ce soir. Si vous voulez poser toutes les questions que vous souhaitez à nos invités, n'hésitez pas à commenter cette vidéo sur Facebook et nous, on retransmettra vos questions en direct pendant l'interview. Si vous voulez en savoir plus sur les invités
à venir. N'hésitez pas à aller faire un tour du côté de la page agenda du site www.deludes.com. Sur cet agenda, vous retrouverez le nom des invités et les dates des enregistrements à venir, mais également les différentes diffusions radio pour retrouver l'émission, et puis aussi les événements, les festivals sur lesquels l'équipe de Deludes se rendra, sur lesquels on pourra se rencontrer et discuter un peu. Voilà, vous savez tout, il est temps de repartir pour l'interview qui va commencer dans 5, 4, 3, 2, 1... Et on vient d'écouter le premier morceau musical de notre groupe qu'on reçoit aujourd'hui, qui était Fool's Gold Blues. On a bien joué dans Deludes. Et maintenant, on va en apprendre un peu plus sur nos invités. C'est l'heure de l'interview en studio. Toujours dans des luttes et des plumes, c'est le moment de se tourner vers nos invités, vers le groupe Dalva. Alors, on a la chance ce soir d'accueillir, si je ne me trompe pas, la chanteuse et le guitariste du groupe. C'est ça. Est-ce que vous pouvez vous présenter Donc Camille. Camille. Chanteuse et aussi autrice des textes. C'est toi qui écris tous les textes en anglais, parce que c'est un projet anglophone. D'accord. Voilà. Puis moi, Marolito, donc compositeur-guitariste. Donc on travaille, si tu veux, les chansons à deux, et ensuite on les ouvre aux autres musiciens du groupe qui collaborent avec nous. D'accord. Justement, dans la collaboration, ça se fait comment ? Est-ce que d'abord, quand vous avez travaillé à deux, vous avez une idée précise de ce que vous voulez faire, ou vous avez juste une base et les autres musiciens viennent et donnent leur patte ou sont libres de proposer quelque chose ? Bah, c'est toujours un peu des deux, j'ai envie de te dire. Ça donc, dépend moi, comment... j'ai une vision assez claire des morceaux que je compose. Après, de cette vision assez claire, j'ai un arrangement précis. Je sais quel instrument je veux mettre dessus. Par exemple, il y a des morceaux où on a mélangé des grosses guitares rock avec des luths du Niger. Je savais que je voulais mettre, tu vois, par exemple, des luths africains avec. Ouais. Mais je laisse toujours une possibilité à l'instrumentiste on peut dire, de réinterpréter la partition, c'est-à-dire d'y mettre du sien aussi, tu vois, et de pas... Surtout le blues, le rock, c'est des musiques de l'oralité. C'est pas forcément des musiques où tout est écrit à la note près. Voilà, donc c'est toujours, si tu veux, un peu une rencontre entre le compositeur et le musicien, mais avec quand même une vision claire qui a été dessinée par le compositeur. D'accord. Alors justement, tu faisais état de blues, de rock. Quand on écoute Dalva, c'est un petit peu ce qui ressort, c'est-à-dire qu'on se rend compte que c'est un vrai mélange culturel. On y retrouve du blues, on y retrouve du rock, on y retrouve des sonorités même créoles. Tu disais que c'était... Africaine aussi, ouais. Tu disais que c'était un projet anglophone et pourtant vous êtes français. On voit un petit peu vraiment le côté ultra... Enfin, vous parlez en français, du moins, dans l'émission. Et vous êtes même allé jusqu'à Bruxelles, donc on peut trouver du belge et tout ça. C'était vraiment voulu, c'est votre entité, en fait, ce mélange culturel, cette envie de prendre un petit peu partout et de le fusionner. Je sais pas si c'est vraiment la volonté de faire un fiorilège de sons. Je pense que c'est plutôt aller chercher dans les racines des musiques, parce que finalement quand on est occidental et qu'on est bercé par plus par du rock, par de la folk, à un moment donné c'est se poser la question d'où ça vient, toutes ces musiques, qu'est-ce qu'elles brassent comme histoire populaire aussi. Et on se rend très vite compte, si on tire un petit peu ce fil, on arrive au blues. Et puis le blues, ça vient d'où ? Ça brasse quelle histoire ? Ça brasse une histoire forte d'esclavage, de migration de population. On arrive assez vite en Afrique. Et je pense que cette volonté qu'on a eue d'abord avec ce premier album, c'était un peu brasser tout ça. Re-questionner le mot blues, comment il résonne aujourd'hui, et qu'est-ce qu'il a pu amener, et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, nous, on essaie de se réapproprier ce mot, voilà, avec ce qu'on est. En fait, c'est ça, plutôt que d'incorporer, comme tu disais, des musiques dedans, vous avez pris ce blues, vous l'avez écouté, laissé vibrer, et puis au cours de votre voyage, de ce qui vous a transmis, vous l'avez laissé vous guider, et vous avez pris tout ce qui vous apportait là où vous êtes arrivé.
Ouais, puis tu vois, c'est aussi le fruit d'une histoire. Enfin, chaque musicien a son histoire. Moi, je suis né à Bruxelles. J'ai joué, j'ai voyagé en Afrique dans des festivals au Burkina Faso, au Sénégal, et je me suis toujours senti entre la musique noire et la musique blanche. Et moi, ce que j'ai voulu faire dans Dalva, c'est des ponts en fait entre la musique noire et la musique blanche, parce que j'aime autant le rock que le blues de Tina Riwen, que le blues d'Ali Farka Touré, ou tu vois, ou que le gros rock de Jack White ou des Black Keys. Et voilà, je me situe un peu au milieu de tout ça. Et sur ce premier album, j'avais envie en tout cas que ces influences, ces couleurs se rencontrent. Et ça s'est fait assez naturellement en fait, tu vois. Moi j'ai une grande rencontre par exemple en Afrique avec Victor Démé, qui est un chanteur burkinabé avec qui j'ai eu la chance de jouer. Bah tu vois, ça c'est des moments qui marquent, et c'est des moments où toi aussi en tant que compositeur tu reçois des influences de grands musiciens comme lui ou d'autres, et voilà. Sur votre album, est-ce que vous pouvez nous dire qui sont les musiciens qui vous ont rejoints et de quels instruments ils jouent surtout? D'abord, tu vois, on s'est entouré évidemment d'une section basse-batterie avec des musiciens du coin que certains connaissent peut-être. Donc on a Alex Tual à la batterie et Alex Kochenek à la basse. On a rencontré un polyinstrumentiste qui est venu colorer cet album avec différents instruments acoustiques africains. Donc Pierre-Yves Protet, donc luth du Niger, j'en ai déjà parlé. Marimba trafiqué en balafon. C'est-à-dire qu'on a pris un marimba et on a, sur les tubes du marimba, on a mis des plastiques pour faire friser les tubes comme le balafon. Des percussions aussi africaines. Et ensuite aussi un saxophoniste, Erwan Salmon, qui est un saxophoniste de jazz contemporain, qui est très proche de la noise aussi, qui utilise des effets dans son saxophone. Donc il y a un jeu très contemporain, parfois afro-jazz aussi. Voilà. Et alors on a aussi 2 musiciens belges, 2 musiciens bruxellois aussi qui ont participé à cet album, Julien Beguin et Mike Delard, aussi un batteur et un bassiste. Alors le groupe s'appelle Dalva. Pour ceux qui connaissent, c'est inspiré, alors ça je l'ai lu en faisant des recherches sur vous, de Jim Harrison, de la fameuse son écrit en fait. Jim Harrison, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est celui qui a écrit notamment Légende d'automne, dont a été inspiré le film, ou qui a fait le scénario de Wolf avec... Tout à fait. Ouais. Donc, et pourquoi est-ce que vous avez choisi cet auteur ou ce titre-là en particulier ? Alors pour ma part, ayant un père anglais, j'ai quand même été bercée par une culture anglophone, soyons clairs, qu'elle soit musicale ou littéraire. Et c'est un auteur que j'ai beaucoup lu très tôt. Et pourquoi Dalva ? C'est un personnage féminin. C'est un personnage qui va plonger ses mains dans ses racines. Qui va ressortir les racines américaines, indiennes notamment, Sioux en l'occurrence. Et c'est cette recherche-là, via ce personnage, qui m'a intéressée, parce que c'est un peu ce qu'on essaie de faire dans Dalva, dans cette collaboration, dans ce travail qu'on fait avec Marolito. Et je trouvais que c'était un bel emblème. Voilà. Toujours cette fameuse recherche de racines, comme on disait, racines musicales, en prenant on va dire une généralité, en prenant le blues ou le folk, et en voyant ce qu'on peut en extraire, jusqu'où est-ce qu'on peut creuser, est-ce qu'on peut de quoi est-ce qu'on peut se nourrir en fait en partant de là. Alors ce qui était plutôt intéressant, c'est que c'est des thèmes, on va dire, assez anciens. Le blues existe depuis très longtemps. Et pourtant, tu le disais, il y a encore moyen de l'agrémenter, puisque même si on met un peu de jazz qu'on écoute depuis des années aussi, on se dit tiens, on a peut-être tout fait en jazz, mais non, parce qu'on peut aussi encore ajouter des effets modernes, comme des effets sur du saxophone par exemple. Ouais, je pense qu'aujourd'hui les musiques avancent par créolisation. Enfin après c'est pas nouveau, tu vois, les musiques ont toujours avancé par créolisation. Le blues lui-même est une créolisation due à la déportation des Afro-Américains qui rencontrent une culture blanche, une culture amérindienne. On n'en parle pas souvent, mais même la culture amérindienne est présente dans le blues. Il y a par exemple un musicien qu'on apprécie beaucoup d'ailleurs, Asmat Modine, musicien new-yorkais qui
qui pense ça très fort dans sa musique, les influences amérindiennes du blues par exemple, tu vois. Et après, voilà, les musiques elles sont pas figées. Et nous, faire un pastiche de blues, soit des années 50 ou des années 30, ça ne m'intéresse pas. Tu vois, c'est très bien, j'adore ça, j'adore le blues des années 20, j'adore le blues des années 50, mais nous, ce qu'on a voulu faire ici, c'est modestement un blues contemporain. C'est imaginer un son qui est lié à notre époque, donc les sons de guitare sont très modernes sur l'album par exemple, et assumés tels quels. Les marimbas sont eux-mêmes trafiqués dans des amplis guitare avec des reverbs à ressort et des drives qui salissent le son. Les sons de batterie sont inspirés par exemple de la scène rock anglo-saxonne comme PJ Harvey ou Savage ou Anna Calvi, tu vois, au niveau des sons de batterie. Donc voilà, cet album, c'est pas un album de blues stricto sensu, et c'est pas comme ça qu'on l'a voulu. C'est pour ça qu'on aime appeler notre musique d'ailleurs blues des déserts urbains. Et finalement, voilà, c'est un album qui oscille entre le blues, la musique noise, le rock urbain et la trance des déserts, avec l'influence donc des musiques d'Afrique de l'Ouest, principalement touareg et malienne. Dans les textes, on retrouve aussi ce message là dans la musique. On sent qu'il y a une forte inspiration de l'histoire, de sens. Hein. Et dans les textes, du coup, c'est aussi un petit peu la même démarche. Je pense qu'il n'y a pas de forme sans fond et vice-versa. En tout cas, on n'aurait pas cette démarche de forme musicale si on n'essayait pas de raconter quelque chose. Parce que finalement, revenir au blues et essayer de tisser autour de ce mot, c'est aussi questionner, comme je parlais, de son histoire, ses racines, et comment il résonne aujourd'hui. Et il résonne aujourd'hui comment ? Parce que finalement, on parle de migration de population, on parle d'esclavage. Aujourd'hui, c'est des choses qui sont encore d'actualité. On est dans des sociétés qui sont brassées par l'exil, par la servitude. Et ça raconte aussi un peu tout ça. Donc ça résonne fortement en fait avec les origines de cette musique, tout en étant collé à l'actualité, quoi, collé au réel et au présent. En tout cas, j'aurais du mal à monter sur scène aujourd'hui, à prendre ce privilège-là, parce que pour moi c'est un privilège aujourd'hui de pouvoir monter sur scène. Si j'avais rien à dire, je ne monterais pas sur scène. Je pense que c'est important aujourd'hui de revenir à du fond, à du sens, et sans être donneur de leçons, parce qu'en fait j'ai rien à apprendre à personne. Par contre, à questionner, oui. Et je pense que c'est important de questionner les choses, d'oser l'ouvrir, et même si parfois ça dérange. On peut dire que c'est politique ou c'est plutôt un engagement moral et humain ? Alors c'est pas un engagement moral. Si tu veux, notre musique elle est ni morale ni pédagogique, comme Camille disait, nous on fait pas la morale, tu vois, à personne. Par contre, il y a une poésie qui s'enracine dans nos vies, et à partir du moment où la poésie s'enracine dans nos vies, obligatoirement elle devient politique. Quand John Lee Hooker chante la souffrance des Afro-Américains, il n'est pas là à se dire dans sa tête je vais écrire un manifeste. Par contre, il chante sa condition. Il chante sa condition d'Afro-Américain qui a subi l'esclavage, ensuite la ségrégation raciale, etc. Toute l'histoire qu'on connaît. Donc toute sa poésie est imprégnée de ça, de fait qu'il raconte sa vie. Donc tu vois, moi faire la catégorie art engagé, pour moi c'est déjà une catégorie dans laquelle je ne veux pas forcément appartenir. Par contre, est-ce que notre poésie a un sens politique ? Oui, elle a un sens politique, elle porte un sens politique. Et si on prend, je vais résumer très sommairement le blues comme une musique qui permet d'apporter un peu à la fois de mélancolie et de joie de vivre dans des gens qui sont dans la misère, on va le résumer comme ça pour ce qui est aux États-Unis et même avant. Pourquoi est-ce que dans ces cas-là, vous n'êtes pas tourné, je dirais, vers l'Europe de l'Est et même plus loin, vers ces styles musicaux-là, où on retrouve aussi des gens qui ont été opprimés d'une manière ou d'une autre par l'histoire, qui ont fait une musique qui est totalement différente, les musiques tziganes et les choses comme ça. Pourquoi est-ce que vous êtes parti, donc je dirais, plus au sud vers l'Afrique et plus vers l'Ouest, États-Unis, vers ces musiques-là, plutôt que plus proche quelque part vers les musiques tziganes et vers d'autres peuples qui ont quelque part subi la même chose, quoi.
Déjà, j'ai envie de te dire que je suis guitariste de flamenco à la base, donc le blues andalou, je le vis aussi, Ouais. et c'est ma toute première formation musicale, parce que j'ai commencé la guitare à 14 ans et le flamenco à 16 ans. Après, comme je te disais, c'est le fruit d'une histoire. Moi, je suis né à Bruxelles avec des Congolais, des Marocains, toute une immigration africaine très très forte. Je suis pétri par la culture hip-hop, par la culture blues, soul, de toute la black music. Tu vois, depuis que je suis petit. Voilà, donc c'est aussi finalement le fruit de notre histoire. C'est ce qui te semble évident. En fait. Oui, pour moi, si tu veux, dans une ville cosmopolite comme Bruxelles, et avec là où tout ce que j'ai pu vivre là, mais les références que tu évoques, je les apprécie aussi. Voilà. Alors, ça, c'est juste pour avoir écouté quelques titres. Alors, j'ai pas tout écouté, mais avoir écouté quelques morceaux, je trouve que pour faire un rapprochement avec en restant en Belgique, quoi, ça me fait penser un petit peu quand tu dis, voilà, vous dites du blues, mais qui est aujourd'hui moderne, que la bande originale du film Alabama Monroe, The Broken. J'ai plus le titre exact en version originale, mais enfin le groupe qui est là-dedans, on pourrait croire, si on n'est pas là, on est sur de la country, on est sur de la bluegrass, on est aux États-Unis, alors que non, pas du tout. C'est un film néerlandais par un groupe belge. Et là, je me dis, c'est à peu près la même chose avec vous, dans un style totalement différent. C'est-à-dire, on pourrait croire qu'on est ailleurs et qu'il y a plus de légitimité. Non, pas du tout. On est en Europe. On pourrait imaginer qu'on est très loin, mais pourtant, ça passe très très bien. C'est quoi? C'est justement, comme tu disais, ces racines, le fait que tu as grandi là-dedans, dans cette culture. De venir de là, je pense. Je laisse peut-être répondre Camille. Votre découverte du blues, elle est arrivée quand, à vous deux? C'est toi, Camille, la première qui a Je laisse parler. Elle a moins parlé. L'égalité. Ça t'arrange bien, en fait. Je peux répondre aussi après. Moi, j'ai grandi avec ça. Depuis petite, c'est la musique qu'écoutait mon père. Il écoutait beaucoup de musique, donc c'est sûr que pour moi, le blues américain, dans ce qu'il a de brut, j'ai grandi avec, vraiment. Donc ce blues des années 20, voire avant, que ça soit Bessie Smith ou Ma Rainey ou des femmes comme ça. Et la folk music, donc là je vais aller beaucoup plus loin dans les années 60 avec des gens comme Bob Dylan ou même Leonard Cohen, des gens qui vont être dans le texte. Et pour moi, le texte a une vraie importance et il n'y a pas de musique sans texte. Pour moi, en tout cas, c'est très personnel. Pour moi, c'est une manière de raconter des histoires, un peu comme les griots en Afrique. C'est une manière de faire perdurer une mémoire collective. Et pour moi, ça a un vrai sens aujourd'hui dans nos pays où on a tendance à être coupé de nos propres racines de par les politiques qu'on subit et tous les déserts qu'on nous balance à la gueule depuis tant d'années et tant de décennies. Je pense que c'est important à un moment donné de se raccrocher à ces histoires qui nous relient tous et sans forcément faire de catégories de dire moi je viens de là donc je fais telle musique ou ma culture c'est ça parce que je suis française ou je suis belge. Non, en fait on est tous pétris d'acculturation, on est tous pétris de rencontres et finalement la culture c'est un mot qui est galvaudé parce que elle se fait au fur et à mesure de nos vies et du temps et de nos rencontres, qu'elles soient humaines ou qu'elles soient musicales ou qu'elles soient dans nos rêves, peu importe, parce que je pense que l'onirisme a aussi un vrai sens aujourd'hui, c'est renouer avec nos imaginaires, c'est un peu tout ça. Et je pense que c'est difficile de ramener du sens sans aller titiller l'imaginaire des gens. Voilà, pour moi c'est ça qui est important. Ouais, mais je trouve que justement, sans chercher à mettre des gens dans des cases et des catégories, on peut à l'oreille dire ah oui, on voit, ils ont voulu faire tel style de musique, mais on sent que c'est pas du pays d'origine, des trucs comme ça. Là, je pense que justement, quand tu dis qu'il faut aller chercher que le texte est aussi important, qu'il faut aller chercher des trucs comme ça, peut-être que c'est la recette qui fait que votre album
c'est pas on va dire peut faire du mimétisme, peut passer inaperçu même s'il est musicalement totalement différent, mais il a son style à part, il peut passer inaperçu, il peut y avoir une légitimité s'il fallait le catégoriser parce que peut-être t'as su choper l'essence en disant ben voilà, moi je trouve que la musique, le texte est important, toi tu vas dire moi je trouve que le blues il doit véhiculer ça et ça, enfin voilà, vous avez peut-être su choper une essence, voilà, une essence qui fait que quel que soit le résultat, même s'il y a des sons actuels, des trucs comme ça et tout, ben il va paraître voilà, légitime quoi. Naturel quoi. Il trouve sa place naturellement, mais en fait c'est comme tu disais, c'est-à-dire qu'on devient légitime à partir du moment où on sait qu'on est à sa place sans avoir à se poser la question. C'est-à-dire si on se dit je pense que la légitimité aujourd'hui, elle est là à partir du moment où des personnes ont créé sans vouloir que leur œuvre rentre dans une case marchande. Ouais, c'est ça. Le truc, il est perverti à partir du moment, et malheureusement, aujourd'hui, on patauge là-dedans, où des gens, même parfois sur la scène alternative, veulent jouer les bouffons parce qu'il faut rentrer dans une case, il faut divertir, il faut amuser, il faut faire les clowns, il faut faire machin, il faut faire ci, il faut faire ça, tu vois. Voilà, donc à un moment donné, tu sens le produit. Tu sens des gens qui créent un produit ou tu sens des gens qui juste ont fait un album. Nous, on a fait un album complètement hors case. Tu vois que dans certains festivals de blues, on nous dit « Ah, c'est pas assez blues ». Dans certains festivals de rock, on dit « Ah, c'est pas assez rock », tu vois. Voilà, bon, moi je suis fier de ça. Hein. Ouais. Je suis fier de pas rentrer dans leur putain de case, en fait, tu vois. Et parce que c'est ça qui tue la création aujourd'hui. C'est ça qui tue la création. Tu vois, moi, j'ai le droit d'aimer Victor Démé autant que les Black Keys. J'ai le droit d'aimer Tina Rewen autant que Jack White. Tu vois, ça c'est hyper important. Et je pense que si j'étais pas né à Bruxelles, si j'avais pas eu l'histoire, pour revenir à ta question, que j'ai eue, qui m'appartient et que je défends et que je continuerai à défendre, toute la richesse d'une ville cosmopolite qui fait que, tu vois, je veux dire, moi, mes potes congolais, c'est depuis que j'ai 5 ans, quoi. Tu vois, j'ai pas attendu 20 ans pour les rencontrer. J'ai grandi avec eux. Donc j'ai grandi avec toute une culture, comme je disais, hip-hop, africaine, etc., à côté du rock. J'écoutais aussi Rage Against the Machine, j'écoutais Nirvana, tu vois. Enfin voilà, à un moment donné, c'est ça aussi, quoi. C'est faire péter ces putains de carcans aussi. Pas de barrière. On a tous dans la tête, quoi. C'est la question que j'allais te poser, David. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est pas ça l'enjeu pour un artiste de savoir synthétiser tout ce à quoi il a eu accès? Tu vois, un musicien au XVIIe siècle, il fait ses gammes, il joue Lully. En 1960, un musicien, il joue ce qui appartient à son groupe social ou son groupe ethnique. Si il vient de Liverpool, il fait du Beatles. S'il vient du Tennessee, il fait du blues ou de la country, et ainsi de suite. Aujourd'hui, on a eu accès à toutes les formes de musique. On a un accès absolument immédiat. Et comment, quand on est un artiste, on arrive à se nourrir déjà définir ses préférences, ses passions, parce qu'après tout est bien. T'aurais pu faire un album Bollywood presque. Non mais c'est vrai, toutes les musiques valent le coup d'être jouées, etc. Bien sûr. C'est un travail de recherche, ça, de savoir qu'est-ce que j'aime, pourquoi je l'aime, qu'est-ce qui m'appartient, qu'est-ce que je peux m'approprier, qu'est-ce que j'ai envie de transmettre, quoi. Exactement, je suis assez d'accord avec ce que tu dis. Moi, il y a un auteur que j'aime beaucoup pour aussi peut-être approfondir cette réflexion, c'est Édouard Glissant, donc le poète créole, qui a beaucoup travaillé cette idée de créolisation et de créolité, et de dire qu'en nous coexistent finalement de façon rhizomatique, avec des tas de racines qui poussent dans tous les sens, des fragments de culture. Et voilà, et donc on n'est pas juste breton, ou on n'est pas juste bruxellois, et avec ce que tu dis, aujourd'hui on a accès à tout. On peut, si je veux aller, tu vois, un an au Mali, m'imprégner de la musique malienne, je peux. Après, ce qui est important, c'est de pas être dans l'appropriation culturelle. Là où moi je suis parfois méfiant, tu vois, c'est quand je sens des gens qui sont dans la récupération ou l'appropriation, et pas une démarche personnelle de créolisation. Ou alors parfois une fusion, un mot que je supporte pas, une fusion musicale où tout se dissout. Tu vois, depuis 95. Ouais, c'est fini, je suis d'accord. C'est complètement has-been. C'est complètement has-been. Mais dans
dans votre démarche, justement, alors on l'a compris, il y en a un de vous pour qui la musique est très importante et l'une de vous, c'est plus le texte et les paroles. Et quand vous travaillez, en fait, tu disais, toi, t'écris les paroles, lui, il s'occupe de la musique. Comment est-ce que vous travaillez ? Est-ce que vous faites d'abord un texte et après vous le mettez en musique, ou est-ce que vous avez une espèce d'harmonie musicale sur laquelle vous vous dites, tiens, il va falloir mettre les paroles ? Dans quel sens est-ce que vous travaillez ? Tout peut arriver. Ouais, il n'y a pas de... Non, ça peut autant être moi qui va être inspiré par quelque chose qu'il est en train de travailler ou construire, ou ça peut être David qui a vraiment quelque chose à signifier, à imposer musicalement et sur lequel je vais essayer de tisser des mots, voir comment ça résonne dans mon crâne. Mais déjà arrivé d'écrire des textes que toi tu dises après, David, tiens, je vais essayer de les mettre en musique, de les mettre en forme, et que tu sois obligé de retravailler tes textes parce que finalement tu dis pour la musicalité on va le faire autrement, quoi. Bien sûr. Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, Camille s'intéresse aussi fort à la musique et moi fort au texte. Oui, je me doute. Et voilà, c'est ça qui est... En fait, mais je pense que c'est vraiment un projet qui est né d'une rencontre. Et il y a, je pense, la sincérité première qu'il peut y avoir dans ce premier album avec toutes les fêlures et toutes les imperfections qui font partie d'un premier album. Je pense que c'est ça aussi, c'est la sincérité d'une rencontre musicale, poétique, politique aussi, on peut le dire. Et je pense que c'est ça qui pétrit ce premier album, finalement. Moi, j'ai une petite question. Qu'est-ce qui fait, d'après vous, je crois qu'elle est compliquée quand même, qu'est-ce qui fait, d'après vous, qu'il y a des genres musicaux qui évoluent, qui ont vraiment une envergure énorme comme le blues, là vous nous le montrez. Vous faites un blues urbain, noise, rock, très... voilà, mais il y a aussi celui de Robert Johnson avec une guitare sèche, les débuts de l'électrique, une voix éraillée. Le blues, c'est aussi, je sais pas moi, Stevie Ray Vaughan, ou... Enfin, il y a vraiment un échantillon hyper large. On peut pas dire ça de tous les genres. Est-ce qu'ils n'ont pas été explorés, ou est-ce que c'est propre au blues d'offrir cette gamme de variations ? Je pense que la liberté de cette musique, c'est comme toutes ces musiques qui viennent... c'est des musiques populaires, c'est des musiques de l'oralité. Et je pense que c'est des musiques qui parlent du coup à tout le monde, parce que tout le monde ose, sentent qu'ils ont la liberté de pouvoir se l'approprier, la faire résonner facilement. Ça appartient pas à une élite. Et c'est relié à des histoires. Et je pense qu'à partir du moment où c'est relié à des histoires collectives, forcément, ça perdure plus dans le temps et ça passe des générations. Enfin, c'est l'explication que je peux y voir. Mais... Tout à fait. Moi, je trouve qu'il y a un très bon exemple aussi aujourd'hui, c'est le hip-hop. Quand tu vois la façon... Bon, le hip-hop, mine de rien, là, ça fait quand même... ça fait quasiment 50 ans, hein. Faut dater le hip-hop aux années 70 avec les Last Poets. Quand tu vois l'évolution de cette musique, quand tu vois sa capacité à se régénérer, à tout le temps se transformer, c'est la preuve que c'est encore une musique vivante. Tu vois, c'est la preuve que c'est encore une musique vivante qui est vécue de façon populaire et communautaire par des tas de gens en France, principalement dans les quartiers populaires, mais pas que, d'ailleurs, pas que. C'est une musique aujourd'hui qui a dépassé son ancrage sociologique, alors parfois pour le pire et pour le meilleur. Le fils de Sarkozy est producteur de hip-hop. Mais voilà, tu vois, ça je savais oui, pas. Sarkozy. C'est pour ça que j'ai dit pour le pire et pour le meilleur. C'est le chanteur d'Assassin. Ah oui, mais le respect. Non, mais c'est vrai, c'est un très bon exemple, ça, le hip-hop. Quelle gamme et quelle créativité, puis alors une vitesse quand même assez dingue. Hein. Effectivement. Tu vois, en 50 ans, comme on disait, cette capacité à se transformer constamment. Et voilà, c'est là que tu vois que le truc, il est sain, il est vivant. Encore. Alors ça veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas une récupération aussi du hip-hop par l'industrie, évidemment, tout comme le rock et le punk ont été récupérés par l'industrie, hein, mais ça c'est toujours la même chose. Quand tu as un mouvement populaire de contestation, tu as aussi souvent une récupération par la suite. Alors vous l'avez dit tout à l'heure que la symbiose s'opérait par le fait d'une rencontre, le fait que vous vous étiez trouvés aussi bien vocalement que musicalement. Et cette rencontre, elle date de quand en fait Dalva, l'idée de la création du groupe, elle date de quand ? 2015.
Et très exactement, notre premier concert était au Café de la Pente à Rochefort-en-Terre en hiver. Et c'est la première fois qu'on a acheté comme ça, qu'on a balancé en l'air un premier jet de quelque chose, jeux, ouais. quoi. Et c'était des reprises que j'écris. Enfin, j'avais pas encore osé écrire des textes à l'époque. Enfin, à l'époque, c'était il n'y a pas si longtemps, soyons clairs, mais une vie est passée entre-temps. Du coup, on reprenait des vieux textes de blues plutôt de femmes, voilà, entre des textes de 1900-1910, et que David repétrissait au niveau des compositions et des arrangements pour les faire sonner aujourd'hui, donc avec des guitares très contemporaines, très noise. C'est ça, Voilà. on gardait le texte Dès le d'origine départ, il y avait, voilà. avec une nouvelle sonorité et un nouvel arrangement. On essayait de les faire résonner aujourd'hui, quoi. Voilà. C'était la démarche première. Pour resituer dans l'ambiance, on disait Internet avant ou après MSN. Rochefort-en-Terre en 2015, c'était un an avant qu'il soit dans l'émission de Stéphane Bern, le village préféré des Français. Donc c'était très joli déjà à l'époque, mais tout le monde s'en foutait, quoi. C'était vraiment, voilà, c'est pour vous dire d'où ils ont commencé. Clair, c'était mieux. Voilà, c'est ça. C'était pas encore Disneyland. C'était comme plus aujourd'hui. détendu en tout cas. Ah oui, tiens, Parce que là, vous perdez toute légitimité, quoi, si vous commencez. Alors, on a commencé à la Baule. On est parti à Anguin-les-Bains. on peut dire, Ah, c'est à cause de nous. on peut dire que c'est Ah merde. peut dire- Rochefortais, si vous nous écoutez, on n'a rien à voir là-dedans. c'est à Rochefort que vous avez eu votre illumination. Qui va s'éteindre. Donc, qui s'est éteint. Il non n'y en a pas sonné. Si, il paraît qu'ils ont changé d'avis. Oui, Ah, ils n'arrêtent ok. pas de changer d'avis. Il mais faut vendre bon. des gaufres. Hein. On C'est verra ça, le jour. exactement. Ouais, c'est une catastrophe. L'idée était bonne plutôt au départ, hein, quand même. Je trouvais que pour le symbole, c'était pas mal ce qu'ils avaient fait. Si on prend votre album, donc on l'a dit tout à l'heure, votre album s'appelle Rail. Rail, puisque vous avez des consonances anglaises. Si on prend texto, ça veut dire s'insurger contre. Et du coup, To rail against, ouais. ouais. Et ça Ouais. veut dire en fait, vous vous insurgez contre quoi? Le fait d'avoir choisi ce titre-là, vous voulez vous insurger contre quoi? Ça va être long. Ça Bah, veut- pas grave, T'es on a- sûr, ça veut- t'es sûr ça que veut- tu veux nous lancer ça veut aussi. C'est vrai, Ça vous veut- avez 8 minutes. Ok, ça va. Il y a moyen de Ça dire va. des trucs en 8 minutes. Mais ça veut aussi dire rail. C'est Rail. ça aussi, on joue sur l'ambivalence. Oui, c'est ça. Effectivement, t'as raison, ça Donc, veut dire ça. rail, les voyages et... Oui, les voyages, et puis tu sais, les rails qui relient, les rails du transport des marchandises et du transport des populations aussi sur le continent américain, hein, toute cette conquête de l'Ouest à travers le rail, tout ça, les work songs. construction Les des work rails. songs qui se sont Ouais, faites ouais. avec la construction des rails, des ouvriers et des esclaves hein, C'est qui, ça, voilà, qui étaient commençait dans à des- chanter c'est au ça, son des... en martelant, des marteaux, ouais, voilà. le Cassant des métal. pierres ouais. et... Donc ça rappelle un petit peu, on va dire, cette histoire-là aussi. Puis voilà, s'insurger contre. Écoute, il y a contre quoi on s'insurge, il y a différents morceaux dans l'album. Le morceau qui ouvre l'album, c'est Obera. C'est la seule reprise. C'est la seule reprise au niveau texte, pas au niveau musique, mais au niveau texte de l'album, parce que pour nous c'était important de le faire. C'est un chant de prisonnier, mais qui évoque aussi les nouvelles formes d'esclavage pour nous aujourd'hui. Et on en a fait un clip d'un ami documentariste qui est parti sur les bateaux de pêche entre Lorient et Dakar, que je vous invite à voir donc sur YouTube, hein, Dalva Oberta. Et dans son clip, il y a une critique de la surpêche. Il y a une critique si tu veux, il y a une allégorie entre les bateaux-usines des Blancs et les pirogues des Noirs qui pêchent encore à l'ancienne, et nos bateaux-usines pillent l'océan, faut quand même le savoir, pour qu'on puisse tous manger des fichetiques. Absolument. Hein. Et pendant ce temps, les côtes du Sénégal, voilà, donc tu vois, même nous, les pêcheurs ne trouvent plus rien le long de leur propre côte. Donc même nous, en tant que Blancs, c'était important de se positionner politiquement, même à travers un clip, sur le pillage des océans. Aujourd'hui, c'est pas parce que moi je suis blanc et que je mange des fichetiques que je vais pas me solidariser de mes frères sénégalais, burkinabés ou maliens, tu vois. Donc ça, c'est Et hyper puis c'est important. pas uniquement une opposition raciale, puisqu'il y a aussi une critique du bateau-usine et de la surexploitation des ouvriers au large de l'Orient qui galèrent dans des énormes bateaux, dans des cales. Enfin,
Voilà, il y a Ouais, aussi cette exactement. réalité-là. Il n'y a pas d'ailleurs, on a- une tout à- opposition raciale. Exactement, tu as tout à fait raison. Et d'ailleurs, on n'a pas du tout stigmatisé ces ouvriers dans ce clip, que du contraire, on leur rend hommage à leur vie. Tu vois, c'est juste un clip qui montre la vie, parce que finalement, même les Blancs qui sont sur les bateaux-usines de l'Orient subissent aussi des conditions de travail et d'exploitation terribles, féroces. Et c'est pas, le pillage des océans, c'est pas de leur faute. C'est un système beaucoup plus global, évidemment. C'est pas à nous de culpabiliser ces marins et ces pêcheurs. On est entièrement solidaires de leur travail. Et malheureusement, subventionné à coût de grosses enveloppes par l'Europe et encouragé pour la destruction, quoi, en fait. On encourage politiquement la destruction de notre planète et de nos ressources, quoi. On programme notre propre fin. C'est ça, le système capitaliste, c'est un ogre qui n'est jamais rassasié. Hein. L'humain est le seul animal qui souille son propre nid. C'est un morceau de l'album, un autre morceau qui s'appelle Bluebird. Voilà. Alors en deuxième morceau, on va écouter Intoxicated Man. Et vu le titre, je pense qu'on est un petit peu aussi dans ce genre d'analyse. Vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce morceau ? Alors c'est un morceau qui parle d'un homme qui se perd sur la route, quoi, qui n'arrive pas à sortir du train, à s'arrêter parce qu'il arrive à s'enraciner nulle part, puisqu'il est accueilli nulle part. Donc c'est une histoire d'errance et d'exil qui rend fou. Voilà. C'est un texte assez simple, mais souvent la simplicité, c'est comme ça qu'on arrive à faire passer des messages très clairs. Il rend fou, c'est-à-dire que, parce qu'on pourrait le voir, cet homme est libre, il peut aller où il veut. Non, là vous avez vraiment pris le côté. Non, c'est pas le fantasme du hobo voilà, non, qui mais c'est ça, s'arrête où il veut. Non. Il est rejeté de partout, quoi. C'est ça, il voudrait, lui, être chez lui quelque part et... C'est lui aussi qui n'y arrive pas, en fait. Je pense qu'il y a les deux et que finalement le texte reste très simple et finalement laisse très ouvert son interprétation. C'est toujours chiant de donner trop de clés. C'est bien de laisser les gens imaginer, se projeter eux-mêmes aussi dans les mots et dans la musique. Justement, on va permettre à tout le monde de se faire sa propre idée, surtout concernant ce titre, puisque c'est, comme l'a dit Yann, le deuxième morceau qui va passer dans l'émission et que c'est l'heure maintenant de la deuxième pause musicale de l'émission. Donc on va s'écouter Intoxicated Man. Toujours dans Des ludes et des plumes, on est à peu près à la moitié de l'émission, c'est l'heure de notre deuxième cache-écran. Mais au fait, un cache-écran, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, en radio, c'est un élément sonore qui vient masquer un autre élément sonore. Un exemple, vous écoutez une grande radio nationale et puis d'un coup, vous entendez une publicité pour le magasin en bas de chez vous. Alors peut-être que vous, ça vous intéresse, mais pas forcément l'auditeur qui habite à l'autre bout de la France. Lui, à la place, il aura une pub pour le magasin en bas de chez lui ou une chanson, pourquoi pas. C'est ça, un cache-écran. On va masquer un élément sonore sur une station qui ne nous concerne pas, sur un décrochage local pour se différencier du programme national. Nous, on triche un petit peu, on s'en sert dans ce live Facebook pour masquer les chansons que vous entendrez à la place de ma voix si vous écoutez l'émission à la radio, mais comme on n'a pas les droits d'auteur sur internet et pour ne pas se faire couper le direct, eh bien à la place on diffuse ce cache-écran. Ça permet aux animateurs et aux invités de souffler un peu et de revenir dans 5, 4, 3, 2, 1. Et on vient d'écouter le morceau Intoxicated Man du premier album de Dalva. Vous écoutez Des ludes et des plumes, la seule émission radioludique qu'on écoute jouer. Déjà la moitié de l'émission. L'heure de retrouver notre invité téléphonique. Toujours dans Des luttes et des plumes, effectivement, on a passé la première partie de l'émission. Il est temps maintenant de se tourner vers le coup de fil pour tous ces gens qui sont un petit peu trop loin, malheureusement, pour qu'on puisse les accueillir dans l'émission, mais qui ont des projets quand même que nous, on trouve intéressants et à qui on veut donner leur chance. Ce soir, il s'agit de Cédric Délétère qui vient de sortir un jeu de société qui s'appelle Chimera Sanctuary. Ça va, Cédric ? Eh ben écoute, ça va très très bien et content d'être avec vous. Eh ben, très content aussi que tu sois au bout du fil pour nous parler donc de ton jeu Chimera Sanctuary, parce que c'est vrai que pour ceux qui suivent un petit peu l'actualité ludique, on l'a vu passer il y a quelques temps et on sait que tu as eu quelques déboires, on va dire, avant de réussir à le sortir finalement, mais c'est chose faite puisqu'il vient de sortir chez MAD Distribution, c'est bien ça ? Exactement.
est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le projet, enfin la genèse du jeu? Oula, vaste programme. Oui. Donc vas-y, Owen, la genèse Non, du jeu. Oui, je disais vaste programme parce que c'est un jeu que j'ai commencé à développer il y a une dizaine d'années. J'étais jeune et svelte à l'époque. C'était à la base des super-héros, mais j'ai réfléchi, je me suis dit que quand même des super-héros, il risquait d'y avoir quelques soucis quand même pour avoir les droits. Donc j'ai changé complètement d'optique. À la base, c'était un jeu uniquement pour être là pour s'amuser entre amis, et puis au fur et à mesure des tests que j'ai fait avec eux, je me suis rendu compte que ça pouvait être peut-être un petit peu plus de choses que ça. Donc j'ai commencé à le peaufiner, à l'équilibrer encore plus que ce qu'il était, et il était relativement dès le départ étonnamment, alors qu'à la base c'était vraiment des mutants, des super-héros, des archers, des magiciens, enfin voilà, ça n'avait rien à voir avec ce que c'est devenu par la suite. Oui, parce que là maintenant, dans la version, on va dire, actuelle, on est donc des Belluaires, c'est-à-dire en fait on est des entraîneurs de chimères, de monstres, et on va les faire combattre dans une arène pour essayer de trouver qui est le meilleur, quoi. C'est ça, voilà. En gros, l'idée, c'est le gardien d'un écosystème avec des créatures mythologiques qui viennent d'un petit peu partout. J'ai voulu changer un petit peu aussi de ce qu'on voyait habituellement. C'est toujours les mêmes créatures mythologiques qu'on voit. Donc je suis allé chercher un petit peu à l'extérieur, en Malaisie. Alors au Japon, on en voit souvent, mais en Chine, au Cambodge, en Afrique. Mais c'est ça, l'idée, c'était de ne pas te cantonner à une seule mythologie, mais de pouvoir t'inspirer de toutes les mythologies pour regrouper un maximum de créatures différentes. Exactement, tu as tout compris. Et donc, je l'ai dit tout à l'heure, le jeu, même après avoir dit que tu allais mettre les super-héros de côté, a connu quelques déboires parce que tu as voulu faire d'abord l'éditer par toi-même en passant par un participatif. Oui, je l'ai présenté en Kickstarter en 2015, pour tout dire, donc ça date un petit peu, c'est vrai. Mais j'étais pas prêt, je le reconnais. Le jeu en lui-même a très très peu évolué par la suite, mais c'est moi qui n'étais pas prêt à communiquer, à faire ce qu'il fallait pour qu'il soit suffisamment dynamique, mon Kickstarter, pour que ça fonctionne. J'étais complètement inconnu, je suis pas quelqu'un qui vient du sérail, entre guillemets, je viens pas du tout du secteur. J'ai un boulot à côté, comme plein d'autres gens, évidemment, mais voilà, j'ai tenté l'aventure en partant de zéro, et en utilisant Kickstarter comme vraiment l'idée que j'en avais du financement participatif, c'est-à-dire en gros, financer pas faire de la précommande pour des grosses entreprises qui peuvent le faire peut-être autrement. Ça, c'est un vaste sujet, même si c'est pas l'actualité du soir, mais le Kickstarter et les financements participatifs ont complètement, on va dire, ont changé complètement la manière de fonctionner, et un certain nombre d'entreprises s'en servent aujourd'hui comme de la précommande, qui est bien, pourquoi pas, mais du coup ça tue complètement la visibilité des petits projets, et ça a été un petit peu mon cas. J'étais pas prêt, et puis en plus il y avait des gros mastodontes en face qui m'ont pas aidé non plus. Voilà, donc j'ai revu ma copie, et puis alors, il est sorti en même temps que 7e continent, mon Kickstarter, pour tout dire, donc c'était dur. Ouais, j'imagine que c'était dur. Ouais. On va recevoir là prochainement dans l'émission normalement Frédéric Henry pour parler justement de Monolith et de ceux qui savent bien utiliser, on va dire, Kickstarter. Ce qu'il disait, et il y a pas mal de choses que et puis, partage tu disais, petit niveau. Ton Kickstarter a été fait en 2015, donc il y a quand même 4 ans de ça, et il y a 4 ans, on n'avait pas encore les mêmes habitudes non plus. Ça veut dire que Kickstarter s'utilisait pas forcément de la même façon. C'était les débuts, même en tant que pledger, on n'avait pas forcément les mêmes habitudes. Et peut-être que tu es arrivé effectivement un petit peu trop tôt sur le marché du participatif, quoi. Non, puis réellement, c'est vrai que j'étais pas, moi, prêt à animer une page. D'abord, j'avais prévu une durée qui était trop longue, et puis j'étais trop
trop fleur bleue, pas assez dynamique, on va dire, pour faire vivre la page. Donc voilà, ça m'a pas aidé. Mais du coup, j'ai revu ma copie et je l'ai relancée 1 an et demi après. Et puis là, par contre, ça a bien marché. Je l'ai fait en même temps que Paris et Ludique en 2017. Ouais. Et puis j'ai réussi à atteindre le niveau que je m'étais fixé, même un petit peu plus. Enfin, en tout cas, le niveau qui était annoncé sur Kickstarter. Et puis voilà, il a fait 192% pour un petit projet. Voilà, j'étais content. Ça fait combien de breakers à peu près, combien de boîtes? Des boîtes, il y en a 1000 en tout. Ouais. Il y a 250 bakers. Maintenant, il est distribué aussi donc par MAD, on l'a dit tout à l'heure, depuis une petite semaine à peine. Ouais. Et puis ça part plutôt vite, donc je suis assez satisfait de ça. Il me reste encore à envoyer à certains bakers, notamment à l'étranger. Mais voilà, c'est cool, ça se passe bien. Ouais, c'est plutôt une belle revanche justement sur le passé. Comment ça s'est fait ta rencontre avec MAD? Parce que finalement, si tu pars d'un participatif, on va dire, t'as tes fonds, tu peux créer tes boîtes, tu peux faire ton jeu et l'envoyer aux bakers. À quel moment est-ce que MAD est venu dans l'équation en se disant mais nous, on peut te filer un coup de main et devenir distributeur? Eh ben, tout simplement, vive les réseaux sociaux. C'est vrai qu'il y a quelques mois pour remonter, donc le jeu est arrivé chez moi, pour tout dire, puisque tout est géré chez moi, au mois de juin. Ouais. Donc j'ai commencé à tout envoyer aux bakers à partir du mois de juin et jusqu'au mois de juillet, août. C'était un peu galère, mais je faisais ça de chez moi tranquillement. J'ai fait Paris et Ludique 2019 où on a eu un premier contact parce que c'est vrai que sur les réseaux sociaux j'avais déjà annoncé que ça serait judicieux d'avoir un distributeur parce que je peux pas distribuer moi-même sur les réseaux. Bien sûr. Sur les salons 1000 exemplaires, c'était pas faisable. Donc il me fallait un partenaire absolument. Et puis j'avais plusieurs choix, j'avais plusieurs qui m'ont contacté et j'ai été voilà, j'ai bien aimé le discours qu'a tenu MAD et la manière dont il voyait la distribution d'un petit jeu comme le mien. Donc voilà, on s'est bien entendu et puis je leur ai envoyé les boîtes et ils font bien vivre ça puisqu'en une semaine j'en ai 15% qui sont partis. Donc c'est super. Ça c'est plutôt une bonne chose. Alors on l'a dit tout à l'heure, si le thème de Chimera Sanctuary c'est justement les chimères ou du moins on va dire les créatures mythologiques. Créatures mythologiques, ouais. Pour que ça ressorte et pour qu'il y ait un bel aspect, chose qui est rendue, parce que c'est vrai que les cartes sont quand même très très belles. Il faut un beau travail d'illustration. Tu peux nous en dire un petit peu plus sur l'illustrateur? Sur l'illustrateur, non, mais sur tous les illustrateurs, oui. C'est en partie le problème que j'ai eu après la fin du Kickstarter, et c'est pour ça que ça a été si long, c'est que j'ai beaucoup d'illustrations, et j'ai aussi un certain nombre d'illustrateurs. Donc j'ai principalement une américaine et une espagnole, qui ont fait à L2 la moitié des illustrations, et la présentation, parce qu'au-delà de ça, il y a la boîte, il y a les règles, il y a plein d'autres petites choses auxquelles on ne pense pas au premier abord, mais voilà. Donc les illustrateurs, ouais, c'est voilà, il y a plein de choses à prévoir. Je l'apprends pas à ceux qui ont déjà essayé de créer un jeu, mais c'est vrai que des fois, quand on n'est pas prêt, on se rend compte de tout ça au fur et à mesure. Et puis voilà, je suis un petit projet. Donc on va dire que je ne suis pas passé en priorité pour certains dessinateurs. Il y avait d'autres choses en vue. Donc ça retarde voilà, sur les... ça retarde ou ça annule, on va pas se mentir. J'ai deux dessinateurs qui m'avaient dit t'inquiète pas, on va finir l'engagement qu'on avait ensemble. Et puis non, ils sont partis sur autre chose. Donc il a fallu que je retrouve d'autres dessinateurs. Et j'ai pris du retard comme ça. D'accord. Et pour nous en dire un petit peu plus, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu la mécanique du jeu pour les auditeurs? Alors, la mécanique du jeu, oui. Avec mon expérience de jeu un petit peu plus classique,
parce que j'aime bien aussi les jeux de pli un petit peu plus classiques. J'ai essayé de moderniser tout ça, de croiser des jeux modernes et des jeux classiques. En fait, c'est un jeu de pli, donc un jeu où chacun va jouer une carte à son tour, une créature. Sur ces créatures, il y a divers renseignements. Le premier qui va commencer un pli va choisir une des catégories, il y a 4 catégories possibles, une des 4 catégories. Tous les autres après n'utiliseront que cette catégorie. Pour muscler un petit peu tout ça, suivant la carte qu'ils vont poser, il peut y avoir des petites règles spéciales qui se rajoutent. Il y a 3 types. Il y en a qui disent on ne peut pas faire de règles spéciales. Il y en a qui disent si on pose la carte la plus faible, on peut rajouter un petit effet qui va avoir tendance à changer le résultat de l'assaut, évidemment. Et la troisième chose, c'est des boosts qui vont se jouer tout le temps et qui du coup vont rajouter des bonus. D'accord. Et en termes d'illustration, on l'a dit tout à l'heure, en termes de cartes, ça fait un ensemble de combien de cartes dans le jeu? Eh ben chaque hard, chaque équipe en a 15 au niveau des grandes cartes. Il y en a 5 possibles dans le jeu de base. Il y a une petite extension qui a déjà été créée. Et il y a 9 petites cartes par hard en plus et 3 aides de jeu. Voilà, vous laisse faire la multiplication. Les auditeurs la feront, ils sont dans leur voiture, là, ils ont que ça à faire. Et je retiens 3. Et ouais, c'est ça, je pose et un, voilà. je la retenue. Et donc, pour l'instant, donc le jeu, tu l'as dit, vient de sortir il y a quelques temps. Si on veut se le procurer, grâce à MAD, il est disponible dans toutes les boutiques. Dans un certain nombre de boutiques, peut-être pas encore toutes, parce qu'il faut que le jeu se fasse connaître encore. Et merci d'ailleurs de me donner cette occasion-là. Mais il est dispo chez Philibert, par exemple. Il est dispo sur le site de MAD et dans un certain nombre de boutiques spécialisées. Oui. Autrement, c'est possible aussi de le faire par mois. Directement ou par les réseaux sociaux ou par le petit blog du jeu. C'est ce que j'allais dire. Sinon, sur Facebook, si on tape Chimera Sanctuary, on peut trouver la page Facebook et aller voir tous les visuels dont je vous parle, parce que c'est vrai qu'à la radio, on ne se rend pas bien compte, mais qui sont quand même magnifiques, et puis se faire sa propre idée. Cédric est plutôt réactif au message et il pourra forcément vous aiguiller si vous avez des questions. Oui, et c'est ce que j'essaye de rappeler à chaque fois. Surtout s'il y a un petit souci de règle, quelque chose que vous ne comprenez pas, faites-moi un petit messenger. Et c'est parti, je réponds normalement rapidement. Donc, et avec plaisir en plus, je suis toujours content que les gens essayent mon jeu. Pour avoir un retour. En tout cas, nous, on te remercie d'avoir bien voulu donner de ton temps pour répondre à nos questions. Pour permettre aux auditeurs de découvrir Chimera Sanctuary. Un grand merci à toi, et puis on espère que grâce à MAD ou au moins grâce à toi, comme tu disais, que le jeu arrivera à son terme, que tu arriveras à écouler les 1000 boîtes et qu'il y aura même une deuxième réédition et que l'extension arrivera par la suite, et on lui souhaite la même chose que pour le jeu original. Eh ben, je te remercie beaucoup, et puis merci d'avoir donné un petit peu de visibilité à mon jeu qui en a besoin, donc c'est très gentil à toi. Merci beaucoup Cédric, très bonne fin de soirée à toi, on espère à l'écoute de l'émission. Eh ben, avec plaisir, à vous aussi. Terminé, ça y est, il a raccroché. T'as raccroché, parfait, merci Yann. C'est vrai qu'avec les coups de fil, c'est toujours on n'est jamais trop sûr de savoir si on est encore en ligne ou pas, mais cette fois on est sûr d'avoir raccroché. Donc oui, Chimera Sanctuary, comme on le disait, il part d'un jeu qui existe déjà, plutôt classique, un jeu de pli en fait, mais en y ajoutant des règles spécifiques un petit peu plus complexes qui font que le jeu change radicalement. Donc, si on aime bien les jeux comme La Gloire des Nains, là, tu sais le truc des nains, là, je me souviens plus, le Roi des Nains, non, c'est pas ça? Oui, un jeu. Alors là, c'est bien parce que oui, tu vas avoir Belote, tarot, ouais, c'est ça, choses un petit peu comme ça, les jeux de pli, quoi. Les jeux de pli, c'est vraiment parfait avec, je vous dis, des petits twists et des petites mécaniques qui vont changer des jeux de pli qu'on connaît traditionnellement. Et en plus, là, les illustrations sont magnifiques. Donc, on joue avec un très beau jeu. Non, je ne peux que vous conseiller d'aller voir Chimera Sanctuary, effectivement. Et pour l'instant, donc, peu de boîtes disponibles, pas disponibles partout, donc soyez dans les premiers à vous jeter dessus si le jeu vous intéresse. Alors, je tiens à dire une chose,
C'est pas très radiophonique, mais pendant l'interview, donc je m'occupais du son, des choses comme ça, donc je voyais ce qui se passait du côté du téléphone, du côté de Yann et d'Alex, du coin de l'œil, et ils sont tournés l'un vers l'autre parce qu'un tient le téléphone, l'autre tient le micro, et Alex, pendant l'interview, se balançait d'avant en arrière, et je croyais qu'il a passé l'interview à caresser la jambe de Yann. En fait, j'ai vu après que c'était du coin de l'œil que j'y voyais mal. Tu caressais ta jambe tout au long de l'interview. Mais je me suis dit, mais il va lui caresser la jambe encore pendant combien de temps pendant cette interview? Donc je pensais que c'est fou ça, moi j'ai rien senti. Te provoquer des... Il divulgage tout, lui. C'est ça. Mais en tout cas, je sais pas ce qui se passe dans sa tête, Damien, mais j'aimerais pas y habiter. Ouais, c'est ça, ouais. Ça doit être un sacré bordel, quoi. Tu range ta chambre. Oh, bah non, vu le bordel. Ils sont un peu serrés dedans, vu qu'ils sont nombreux. C'est ça, ils sont tous un peu serrés. Ouais. Ils vivent tous dans le même t-shirt. Non, donc je te rassure, Damien, je ne caressais pas du tout la jambe de Yann, je caressais bien la mienne. Et là, je vais me tourner vers Talmo, à qui je vais peut-être caresser la jambe. Mais c'est mon heure, c'est mon tour. Heure, oui, exactement. Ça va être alors, est-ce que je peux t'emprunter ton crayon? Ah oui, j'ai volontiers. oublié les miens. Alors, je vous ai préparé un petit château aventure. Vous trois, mes trois acolytes, vous vous souvenez de Château Aventure? On y a joué, je crois, en revenant de Paris et Ludique l'année dernière dans la voiture. Mais vous connaissez pas Château Aventure? Non. Tellement. Alors, je vous explique les règles, c'est très rapide et très simple. Alex, tu me supervises, tu me coaches. Oui. C'est un jeu qui s'inspire des vieux jeux textuels de vidéo. Hein, c'est ça. Donc, je vais vous décrire une situation. Et vous allez entrer des lignes de commande, genre « manger gâteau ». Et moi, je vous répondrai « vous mangez le gâteau ». Ou Nord. Voilà, mettre chapeau. Et je voudrais ouvrir porte. Mettez le chapeau. Et s'il ne se passe rien, eh bien, je vous dirai il ne se passe rien. Voilà. Commande erronée. Voilà. À savoir le contexte. Donc le contexte, c'est un hommage à vous, aux showbiz, aux strass, aux paillettes et tout ça. Non, je sais que c'est pas des mots que tu acceptes. Surtout les paillettes. Ouais. Non, au métier d'artiste. Le showbiz, non. Au métier d'artiste. C'est mieux. Show, oui. C'est mieux. Les bises, non. Au métier d'artiste. Si vous répondez bien, alors voilà, il y a plusieurs issues possibles. Okay. Si vous répondez bien, bah, vous jouez avec Dalva. Si vous avez tout faux, bah, je vous en laisse la surprise, je vous le dirai à la fin. Vous êtes prêts à jouer? On va faire les questions à tour de rôle. Okay. Si vous voulez, on peut commencer par les trois compères, comme ça vous aurez comme ça, on a le temps trois coups de chauffe voir pour un petit peu voir où voilà. va le bazar. Dans le jeu original, c'est comme ça aussi. On est tous dans le même personnage, en fait, on vit la même histoire. Mais chacun son tour, on rentre une ligne de code. Enfin, donc on est tributaire un petit peu des décisions des autres. Okay. On voit bien ce qui pourrait être fait, mais des fois ils font pas la. Ça semble pas logique. Les joies du collectif. Ouais, c'est ça. Les joies du collectif. Donc tu es prêt à commencer, Alex? Allons-y. Vous vous réveillez dans un lieu familier, les loges. Vous glissez un peignoir en regrettant ce mal de tête qui vous taraude. De chaque côté du frigo, une porte semble vous appeler. Au loin, vous entendez la rumeur de la foule. Le concert va bientôt commencer. Il faut vous préparer. Ah, donc... Moi, je vais dire, regardez miroir. Rien ne se passe. Je me dis, ouvrir porte-frigo. Le frigo s'ouvre. Inspecter frigo. À l'intérieur du frigo, vous trouvez une bière, du thé au jasmin, une bouteille d'eau gazeuse, du soda. Donc là, c'est à toi, Camille, de dire une action que tu ferais là maintenant. Soit tu refermes la porte du frigo, soit tu prends quelque chose dans le frigo. Prendre thé au jasmin. Vous prenez le thé au jasmin. Recracher thé au jasmin, boire rhum. J'ai pas dit qu'il y avait du rhum. J'ai pas dit qu'il y avait du rhum. Non, rien ne se passe. Non, bah, on va dire boire thé au jasmin. Vous buvez le thé au jasmin. Enlever peignoir. Vous êtes nu. Ah mince. Niquer Paul Naref. Mettre habit de scène. Rien ne se passe. On les a pas trouvés. Allez sur scène. Allez sur scène. Qu'est-ce que tu pourrais faire? Sortir de la loge. Alors, je te rappelle,
De chaque côté du frigo, une porte semble vous appeler. Ah oui. Ouvrir la porte de droite. La porte de droite est ouverte. Entrer sur scène. Trop tôt. Trop tôt. Non, Ok. t'es dans une Commence par loge marcher, et il y a une déjà. porte ouverte. Ok. Regardez. Voir Paul Naref en peignoir. Rien ne se passe. Regardez dans la porte. C'est bien. Derrière la porte, il y a un dressing. Et ben, prendre vêtements de scène. Alors, attends. Inspecte le Vous dressing. n'êtes pas Inspecter encore- dressing. Vous n'êtes pas encore dans le dressing. Vous avez Ah bah, regardé. rentrer dans le dressing. Vous entrez dans le dressing. Une multitude de costumes sont suspendus dans cette pièce. 4 d'entre eux ont l'air préparés pour vous, soigneusement pliés et posés sur une chaise. A. Débardeur, jean déchiré et une casquette militaire garnie de badges militants. B. Un costume 3 pièces avec nœud papillon. C. Un simple jean basket. D. Un déguisement de super-héros casqué blanc et rouge. Camille. Non, c'est à Damien. Ah, ça Non, Damien, non, pardon. non. Si, si. Attends, elle était partie. Vas-y. Ah, Vas-y. désolé, Damien. Jean basket. C'est ce que j'aurais dit. Maître jean basket, ouais. Vous Maître mettez- jeans basket. Désormais, vous portez un jean et des baskets. David, à toi de me dire ce que tu fais. Je pense qu'il va falloir aller regarder la porte de gauche. C'est ça. Ouvrir porte de gauche. La porte de gauche s'ouvre sur une cour. Sur une cour. Mm. Sortir dans la cour. Dans la cour, quelques fans ont réussi à se glisser. Dans le fond, un escalier métallique mène à une porte gardée par 2 roadies bien baraqués. Le visage de vos fans s'illumine, des sourires apparaissent. Ils semblent attendre quelque chose de vous. Fais-leur des bisous. Aller vers fan. Vous allez vers les fans. Eh bien, snobber les fans et courir vers les roadies. Je l'ai prévu. Vous voilà. Ah non, vous snobez les fans et vous êtes devant les roadies. Désolé, hein, c'est son choix lui. Et je suis censé faire quoi avec ça? Là, t'es devant les roadies. Je sais pas, passe, va sur scène. Je monte sur scène. Ah non, là tu es en haut d'un escalier métallique, il y a une porte avec 2 roadies. Mais ils sont sur scène. Oh, il est chiant cet ordinateur. alors. Rentrez, On sent qu'il marche passez jamais la scène, lui. porte Hein. ou- Oui, je rentre. Je rentre, je passe la porte. Vous passez la porte, vous voilà enfin en backstage. Des roadies s'affairent un peu partout. L'un d'entre eux change les cordes d'une Fender, un autre accorde une harpe, un troisième change Fais les jamais piles. ça avant les concerts, Talmo. Sinon la guitare se désaccorde tout le temps sur scène. Ah non, là il y a un bug dans ton Oh, scénar. oh, oh. Bon, un troisième change. Fous pas la merde, Attends toi. la suite. Hein. Un troisième change les piles d'un synthétiseur à paillettes et le dernier termine de bricoler une contrebassine. Jouer la contrebassine. Tu prends la contrebassine? Ouais, parce que la guitare avec les cordes juste avant de monter sur scène. Non, j'ai déjà fait cette erreur-là il y a très longtemps. Vous prenez la contrebassine. Derrière, vous apercevez la scène. Rentrer sur scène. Bravo! Les feux de la rampe s'illuminent. La clameur de la foule devient... le rumeur de la foule devient clameur, puis hurlement. Des jeunes femmes s'évanouissent, les jeunes hommes arrachent les fauteuils, ivres des émotions que vous seuls savez leur procurer. Vous prenez place machinalement, vos compagnons sont là et le public se met à scander votre nom. Bravo, vous êtes sur scène avec l'Orchestre National du Grand Opéra de Paris. Désolé, vous n'avez pas répondu à vos bonnes réponses. Ah bah tu vois, moi Vous j'imaginais avez qu'on raté, était, Dalva. j'imaginais qu'on était genre dans le truc de Moscou quoi, un peu, tu vois, avec l'uniforme. Ah bah ouais, bah Et- c'est les choix que vous avez fait. Voilà. Alors si le jean basket, tout ça c'était bien vu, le thé au jasmin, pas du tout, j'avais prévu de l'eau gazeuse pour vous. Sinon il y avait les berruriers noirs et les musclés, alors ça va, c'est pas pire. Ah ouais. Bravo Non, ça quand va. même. Ça va. J'aurais été content d'être avec n'importe lequel des 4. Bah oui. tout Les tout me musclés, va. je suis pas sûr quand même. Oh, je pense que il y a moyen de passer une bonne after en fait. Si tu fais pas de musique avec Je crois les qu'il musclés, ça va. avec je crois ceux qu'il qui sont cuisine morts, bien les non merguez. Ouais, c'est ça. Non, il y a moyen de passer un bon moment. Oui. Si, moi. Ouais, pour Tout un me va. barbecue peut-être. Ouais, pour un barbecue. Pour un concert. Je préfère les berrues quand même. Hein. Ils sont un peu plus dignes. Donc, merci beaucoup Talmo Ouais, non, je pour t'en prie, mon petit cette canard. aventure, ce Dalva aventure où il fallait
réussir à rentrer sur scène dans de bonnes conditions que nous n'avons pas remplies. Non, non. Avant d'entamer la 3e pause musicale de l'émission, moi je vais vous présenter 2 ouvrages, 2 BD en fait, dont je voulais vous parler, que j'ai ramené ici ce soir. La première BD s'appelle Seul à la récré. Alors voilà, vous voyez l'histoire classique, hein. L'heure de la rentrée des classes a sonné, tout le monde est content de retourner à l'école, tout le monde sauf une personne, c'est Emma, parce que Emma, elle est terriblement angoissée, effectivement, à chaque fois qu'elle est à l'école, eh ben, elle finit par être le souffre-douleur d'une de ses camarades, et elle ne sait pas comment s'en sortir. Alors c'est un livre gentil, sur un sujet qui l'est un peu moins. Cette BD va traiter du sujet, effectivement, du harcèlement. Alors, même si le ton emprunté dans la BD est plutôt classique, hein, c'est une planche, un gag, comme on peut voir dans d'autres bandes dessinées, le dessin, lui, se veut plutôt cartoon, et ça, c'est un peu à double tranchant. Ça va permettre de dédramatiser la situation en la présentant sous une forme un petit peu gentillette, mais justement, ça va laisser un côté gentil un petit peu à cette situation. Néanmoins, ça a permis à toute la famille de pouvoir la lire, des parents jusqu'aux enfants, effectivement. Moi, qui en ai 42, jusqu'à ma fille, qui en a 7. Et même si les gags sont pas tous hilarants, ça a au moins le mérite de faire réagir le lecteur et donner une première approche à une situation qui, des fois, peut être un petit peu abstraite dans leur tête. Ainsi, au cours de la lecture, on va pouvoir voir Emma, triste, seule, ne trouvant pas forcément d'aide immédiate auprès des parents, des situations qui ne nous mettent pas toujours à l'aise, mais pourtant qui existent. Et si ça fait sourire, à défaut de faire rire, ça permet surtout d'entamer le dialogue avec ses enfants. Un vrai plus aussi, c'est la présence d'un dossier instructif en fin d'album, et que quand même, je ne vous dévoile pas la fin de l'histoire, mais au fur et à mesure, des solutions vont quand même finir par émerger et par être trouvées. Alors voilà, je dirais pas que c'est la BD de l'année, mais comme on n'a pas présenté ici certains jeux qui pouvaient avoir un effet un petit peu thérapeutique, je pense que cette BD peut au moins permettre cela. Merci Alex. La deuxième BD dont je vais vous parler ce soir, c'est Nouveau Contact. Alors Nouveau Contact, c'est un vieil écossais, un vieux photographe qui s'appelle Doug McMurdoch, qui vit seul dans sa maison au bord d'un lac écossais et qui vit reclus. Voilà, à cause d'une mauvaise critique, un jour sur ses photos, il a décidé de se couper un petit peu du monde. Et puis, c'est un personnage qui est très misanthrope, en mal de reconnaissance. Et puis un jour, il va faire une photo un petit peu extraordinaire, qui lui va lui sembler intéressante. Il va décider de la publier sur le réseau social qui s'appelle Twister dans l'histoire. Et là, le cliché improbable va faire émerger, va faire réagir tout le monde. En fait, il va parler au plus grand nombre. On va retrouver Doug, donc, qui lui a un caractère bien trempé, qui est un peu anarchiste, un peu violent, qui a une répartie assez cinglante, et qui va se retrouver à devoir faire avec ces gens qui au départ le traitaient un petit peu de moins que rien et qui là vont le porter au nu. Donc il va y avoir un effet de foule, il va y avoir forcément toutes les dérives qu'on peut voir avec les réseaux sociaux, avec ces effets une fois que la foule s'empare d'un sujet, ce qui peut en découler. Là on va avoir l'armée, on va avoir les médias, on va avoir tout le monde qui va se mettre un petit peu en branle-bas de combat autour de cette maison où lui ne pense qu'à une chose, c'est de dire à tout le monde mais dégagez, laissez-moi chez moi. Donc voilà, le phénomène prend énormément d'ampleur. Parle-t-on de mythe, de réalité, tout le monde veut savoir. Ça porte un regard en fait cet album sur soi, sur nous, sur notre civilisation, sur nos dérives. Et avec un dénouement sympa, puisqu'à la fin... Non, en fait, je vous le dis pas. Je vais vous laisser découvrir. Donc voilà, Nouveau Contact chez... Grand Angle. Chez Grand Angle et Seul à la récré chez Bambou. J'avais pas envie de dire l'inverse. Je vous les conseille vraiment parce que voilà, c'est des one-shots, une BD, une histoire complète jusqu'à la fin avec un dénouement et celles-ci valent vraiment le coup. Est-ce que c'est une réinterprétation de l'histoire du Loch Ness un peu ou Alors oui et non, on pourrait penser parce qu'on est en Écosse, parce qu'il y a un lac, parce qu'effectivement on parle de choses un petit peu, est-ce que ça existe ou pas, est-ce que ce cliché est vrai ou non. Mais ça va au-delà en fait. Peut-être parce que le Loch Ness maintenant tout le monde connaît et ça fait partie de l'histoire, on va dire, de notre histoire. Quand on en parle, on n'est plus du tout ni effrayé, ni intéressé, ni
ni en train de se poser la question est-ce que ça existe ou pas, alors que là il y a un vrai engouement, mais peut-être que ça pourrait l'être si effectivement on prenait une photo de Nessie, si demain il y a une photo on dit voilà, on l'a vraiment moi, vu. depuis les derniers Godzilla, de toute façon j'y crois au Loch Ness. Oui, mais tu peux, parce que c'est vrai, hein, c'est vrai. Est-ce que, oui, on pourrait pas le rapprocher plus peut-être du conflit entre l'Angleterre et l'Argentine par rapport aux îles Malouines, tout ça? Alors non, nettement moins que le Loch Ness, tu vois. C'est vrai, moi aussi j'ai tout de suite pensé à ça. Ouais, parce qu'on était tous hyper sérieux, je me suis dit je vais lancer pour un Yann, débat. effectivement, le parallèle, c'est un petit peu comme si à l'époque on a parlé du Loch Ness, mais on avait que des photos, des vieilles photos en noir et blanc avec des clichés un petit peu pris de loin. Et c'est comme si l'histoire du Loch Ness arrivait maintenant, mais avec les moyens de maintenant, c'est-à-dire les réseaux sociaux, les photos numériques et tout ce qui s'ensuit. Moi j'ai une question aussi, c'est quelle position prend l'auteur à propos de la panse de brebis farcie? Alors dedans c'est à peine abordé, je crois. Ah bon? À peine. Mais il n'a pas le temps de faire des vrais repas et de manger convenablement, puisqu'il est assailli et le par lancer de ce tronc monde. d'arbre? Non, le lancer de tronc d'arbre n'est pas du tout abordé, non. Bon. Non. C'est dans l'autre région de l'Écosse, tu vois, là où il n'y a pas de lac, mais où il y a des forêts. Calédonie. C'est ça. Et tu vois, je me dirais justement, est-ce que le haggis, est-ce qu'on n'est pas plus en Irlande? Je vais les laisser un Écosse, petit peu en fait discuter comme ça de tout ce qu'ils veulent savoir. Pendant ce temps-là, vous, auditeurs, vous allez avoir la chance d'écouter la 3e pause musicale de l'émission et de ne pas vous taper toutes leurs questions un petit peu à la con. Mais moi, je vais me faire un plaisir d'y répondre pendant que vous écoutez. Eh ben, on va écouter Lonely Green Blues. C'est déjà l'heure de la 3e petite pause. Dans l'émission, on va entamer dans moins d'1 minute la dernière ligne droite. Et si vous avez manqué le début, n'hésitez pas à relancer et à partager cette vidéo sur Facebook, www.facebook.com/DLDP56, DLDP comme des ludes et des plumes. Ça, c'est pour notre adresse. Mais si vous voulez tout simplement l'écouter en version finale, sans les bafouilles, sans les ratures, et avec les chansons à la place de ma voix, ce sera sur les différentes diffusions radio qui arrivent dans les jours à venir. Le programme, eh bien, il est sur la page agenda de notre site internet www.deludes.com. Et si vous êtes du genre à vouloir consommer les émissions où vous le voulez, quand vous le voulez, eh bien, dans quelques jours, cette émission sera en podcast sur les plateformes SoundCloud, iTunes et Spotify. Il suffit de chercher DLDP comme des Luds et des plumes. Mais pour ça, il faut d'abord terminer l'émission et elle repart dans 5, 4, 3, 2, 1. Et on vient d'écouter Lonely Green Blues du premier album de Dalva. Après la musique, dernière ligne droite de l'émission dans des Luds et des plumes. Toujours dans des luttes et des plumes, en compagnie de Yann, Damien Talmot et du groupe Dalva qui nous fait le plaisir d'être avec nous ce soir. On revient comme ça vers l'invité en fin d'émission pour poser les dernières questions, peut-être celles qui fâchent ou celles qui font peur, parce que Damien en a une et vu les questions qu'il posait tout à l'heure. Non, alors on en a parlé un petit peu en off tout à l'heure. Par rapport au style musical, par rapport aux influences, tout ça que vous avez évoqué en première partie, moi je trouve que voilà, 5-6 minutes, c'est des morceaux dont la longueur me paraît tout à fait normale. Pour un format radio, c'est 1 minute 30 de trop, voire 2 minutes 30. Pour d'autres émissions comme Rock'n'Roll Story ou les Country Roads qu'on peut écouter sur Plume FM, c'est un format presque trop court. Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas allé dans des morceaux plus longs? Est-ce que c'était un choix? Est-ce que c'est une contrainte dans certains morceaux fleuves, justement dans le style musical, dans les textes, les idées que vous voulez faire passer? On trouve des fois des morceaux fleuves qui dépassent les 8, 10, 12 minutes. Pourquoi pas chez vous? Bah écoute, franchement, on n'a pas mentalisé ou intellectualisé ça. Les morceaux, ils se sont faits comme on avait envie qu'ils soient. Après, tu sais, aujourd'hui, 5 ou 6 minutes, c'est déjà hors norme. Hein. C'est vraiment déjà hors norme parce qu'aujourd'hui, le format radio, c'est 2 minutes 32. Donc, j'ai encore... Il faut que je remette 1 minute à jour sur mes critères à moi. Alors, je vais t'intéresser à 3,30. Oui, voilà. Enfin, tu vois, oui, aujourd'hui, c'est même plutôt 2,30. Ouais, j'ai lu ça dernièrement, les morceaux de musique. C'est hallucinant. Oui, excuse-moi de t'avoir coupé. Les morceaux de musique ont tendance à diminuer de temps
de plus en plus et être de plus en plus courts aujourd'hui. Oui, Sans oui. doute pour entrer dans des cases C'est le tout à fait diktat de commerciales. l'image aussi. C'est ça. C'est le diktat qu'on a, diktat YouTube, etc. Où les C'est gens, ça. enfin les gens, c'est pas les gens, c'est on impose en fait des images toujours plus publicitaires où le message doit passer de plus en plus vite pour pouvoir aller à l'information suivante. Et donc, la musique est aussi tributaire de ça, parce qu'aujourd'hui, faire de la musique sans images, en fait, c'est pratiquement impossible, ou alors c'est l'invisibilisation. Déjà, c'est compliqué d'être visible, mais alors là, c'est terrible. Donc, et je pense que c'est aussi dû à ça, à l'image qui s'est immiscée dans le monde du son. Est-ce que, Non, YouTube et Facebook ou Twitter ont également participé à raccourcir le temps d'attention de l'auditeur? Bien sûr, aujourd'hui on est dans une société où les gens zappent, les gens consomment comme ça des petits extraits de plein de choses, ils picorent, tu vois, ils picorent, ils vont là, ils suivent le flux. Des trucs d'actualité sur Facebook, des machins, ils suivent le flux. Même aujourd'hui, écouter un album dans son entièreté, c'est devenu très rare. Il y a peu de monde encore aujourd'hui qui fait cette démarche-là, tu vois. C'est comme lire un livre. Pour moi, écouter un album, tu vois, tu prends vraiment le temps. Tu te mets chez toi, tu mets ça dans une bonne sono, t'écoutes pas ça sur un baf d'ordinateur, tu vois. C'est aujourd'hui même la façon dont la musique est consommée, parce que c'est vraiment ce mot-là, tu vois, ça devient assez dur, quoi. Après voilà, pour revenir à ce que tu disais, moi j'exclus pas du tout d'un jour, tu vois, peut-être faire un morceau comme ça, complètement hors format, de 8, 10, 12 minutes. Par exemple, ça se fait dans la musique indienne, c'est magnifique, tu vois, il y a des albums de musique indienne, c'est deux morceaux de 35-40 minutes. Et ça rejoint la trance, ouais. Pour le coup. C'est ça, et ça rejoint la trance. De toute façon, la trance, c'est quelque chose qu'on a un tout petit peu touché du doigt, mais au-delà du fait que ça nous intéresse, c'est que ça nous habite aussi, les musiques de trance. Et je pense que ce qu'on va créer dans le futur, c'est quelque chose qui va être de plus en plus présent. On va aller de plus en plus vers un son contemporain, mais qui va se relier à une forme de trance. À voir si ça va amener sur des morceaux fleuves, je sais pas. Peut-être sur scène, vous pouvez. Après, sur scène, c'est différent. Vous êtes bien parti, vous êtes dans morceau. le plaisir. C'est ça, un morceau comme Jail, morceau comme Jail qui clôture le spectacle, on n'est pas loin des 10-12 minutes. Hein, ah ouais, sur voilà, scène, tu l'as. Il y a toujours une part d'improvisation sur scène qu'il n'y a pas sur un album. Il y a la contrainte de l'album aussi. Mais sur scène, il faut toujours pouvoir s'autoriser à la spontanéité, à l'improvisation. Et surtout, tout musicien a besoin de lâcher prise à un moment donné et à communiquer les uns avec les autres. C'est des moments magiques, il faut les laisser vivre. Alors, l'album, justement, vous avez mis combien de temps pour l'enregistrer, entre le moment où vous vous êtes dit tiens, on va faire l'album et le moment où il a été pressé, où il est sorti? Tu veux que je compte là-dedans aussi le temps de création pure ou juste l'enregistrement en studio? Alors, on peut différencier les deux temps, parce que je me doute qu'il y a d'abord tout un temps de création, un temps de fabrication, en fait. Et puis, tu peux au moins compter une année de composition et d'écriture, et ensuite une année pour l'enregistrement, le mix, le mastering, la reproduction et enfin la sortie jusqu'à la sortie officielle, quoi, si tu veux. Donc on va dire 2 années de travail. 2 années de travail. Ouais. C'était dans le but de faire un album, les premières compositions, ou c'était parce que vous aviez créé un groupe et pour le jouer sur scène? Non, on voulait faire un album. Moi, j'ai déjà dû réaliser une dizaine d'albums, tu vois, avec d'autres projets aussi quand j'étais à Bruxelles encore. Et j'ai encore ce plaisir de vouloir composer un album. Comme on écrit un livre, c'est ce que je disais là tout de suite, où tu veux vraiment tisser une histoire complète, enfin complète, c'est jamais complet, mais en tout cas tisser quelque chose que tu racontes, que tu sais pas dire juste en une chanson en fait, où tu penses tout un univers sur un album avec une trame, avec un fil, tu vois, qui t'amène. Voilà. Et donc, est-ce que dans cet album, il n'y a pas forcément alors des chansons qui ont été mises de côté, puisque si c'est une trame, en tout cas pour cette histoire, tout est dedans? Ou alors est-ce qu'il y a des choses qui ont été écartées parce qu'il y a comme des contraintes techniques, parce qu'il faut 82 non, minutes maximum? Il y a des morceaux qui existaient avant et qui n'ont pas trouvé leur place dans ce fil. Ouais,
tout à fait. Qu'on retrouvera Mais peut-être, du coup, qui n'existe même plus en live. Ah d'accord. Oh là là, qu'on a Là, il y en a. abandonné. Oui, parce que ça trouvait pas la place dans l'histoire qu'on racontait là, tu vois, ni au niveau du texte, ni au niveau de la musique. Donc voilà, et puis on s'est aussi permis, si tu veux, sur un premier album, de pas mal expérimenter des chemins et des sons avec toutes les influences qu'on a déjà dites, hein, donc le blues, le rock, le noise, les trans du désert, les musiques du désert. Donc on a fouillé aussi, on a fouillé beaucoup et on assume aussi finalement que c'est un album où on cherche, voilà, parce qu'on prend des risques. Parce que la création, elle prend des risques. Et bon, après, c'est facile si tu veux de faire un album avec. Si tu vas vraiment vers un album pastiche ou qui copie des sons qui ont déjà été faits, bon, là, c'est facile d'être hyper cohérent sur un ensemble d'un album. Mais là, quand tu prends des risques, c'est toujours le même problème. Après, il faut tisser tout ça. C'est d'autant plus délicat, quoi. J'ai envie de dire, dans la façon dont tu vas tout tisser ensemble. Et justement, vous disiez tout à l'heure qu'au niveau des textes, il y en a une qui est une reprise au niveau des textes. Est-ce que musicalement, il y a des... Alors peut-être pas des reprises au niveau de la musique, mais comme on entend souvent dans les chansons blues, un même rythme qui va revenir. Alors je sais pas quel est le mot exact, mais est-ce qu'il y a des choses qui ont été reprises en tant qu'hommage, quoi, je dirais, parce que... Voilà, alors oui, un seul morceau de l'album, Bluebirds, est un hommage à la musique malienne. Moi j'ai eu une grande découverte avec des artistes comme Ali Farka Touré. C'était une énorme claque pour moi d'entendre la sensibilité, la poésie d'un musicien comme lui. Et il y a un thème traditionnel malien que j'ai décidé de réarranger, tu vois, avec notre son à nous, c'est-à-dire avec un son noise rock très urbain, où on a pris un luth du Niger, on l'a mis dans une distorsion de guitare électrique, donc on sait plus trop si c'est un luth du Niger ou si c'est une guitare électrique, tu vois, c'est de nouveau cette démarche-là, encore une fois, avec une grosse batterie bien rock, très roomy, voilà. Oui, vraiment une batterie rock et un saxophone très noise et une guitare électrique. Donc voilà, c'est le seul morceau, on va dire, hommage un peu qui est au niveau de la composition musicale. Vous disiez tout à l'heure, surtout toi David, que t'aimais pas le mot fusion pour le mélange de tout ça. Et pourtant, on l'a dit au début de l'émission, dans votre musique, il y a un vrai mélange culturel, un vrai mélange musical. On retrouve le mélange aussi. Alors moi, dans ce que j'ai écouté, ça m'a fait penser à Portiched par moment, avec le mélange de la voix et de la musique en fait qui rentre un petit peu en symbiose, où les deux, on n'arrive plus trop à savoir qui est quoi. Et ça c'est pareil. Est-ce que c'est quelque chose qui vous semble naturel au moment de l'écriture, ou est-ce que c'est au moment de l'enregistrement, au moment de l'arrangement, où vous vous dites que tiens, finalement, ça pourrait bien se poser comme ça? Est-ce qu'en fait, dès la base, la voix est un instrument, ou est-ce que ça se fait après à la construction? Alors, je pense que c'est un processus qui s'est fait au fur et à mesure, et qu'on a beaucoup appris aussi en enregistrant ce premier album, parce que ça a permis de se poser des questions et d'asseoir un son, et qui était peut-être moins précis avant qu'après. Et oui, il y a des choses qui se sont assises pendant l'enregistrement, surtout pendant le mixage, ça c'est sûr. Et au départ, autant... on avait une recherche qui était peut-être effectivement plus roots au niveau de la voix. Moi, j'aimais pas trop la reverb, j'étais un peu plutôt brute de décoffrage et tout ça. Et au fur et à mesure, c'est vrai qu'on est allé vers quelque chose de plus contemporain aussi, même dans le traitement de la voix. Et c'est un truc qu'il a fallu m'apprivoiser un peu, hein. Ça m'a pris un peu de temps. Mais voilà, disons que oui, il y a des choses qui se sont dessinées pendant. Il y a des choses qui étaient très claires dès le départ. Ça dépend quoi. Mais ouais. Moi j'entends de la référence à Portiched, j'aime beaucoup, c'est un groupe qu'on adore, et par exemple sur un morceau comme Fool's Gold Blues, on peut sentir cette influence effectivement de Portiched. Sur un morceau comme le Lonely Grain Blues qu'on a écouté, on peut sentir l'influence de Morshiba, ou on peut sentir l'influence de Radiohead aussi par exemple sur ces morceaux-là. Donc ça c'est justement même pour la musique blanche finalement, comme on disait dans Dalva, la musique blanche est présente aussi. Voilà, et effectivement c'est un peu le fil de cet album.
On arrive vers la fin de l'émission, donc c'est le moment où il est tard, les invités commencent un petit peu à relâcher leur intention, donc on peut poser les questions un peu plus intéressantes. Si vous êtes là tous les deux et pas les autres, est-ce que c'est, comme vous le disiez en antenne, parce qu'ils sont pas intéressants? On n'a jamais dit ça. Ah, il piège les gens, lui. On va faire attention, il piège les gens. Hein. C'est notre sniper, il fait exprès. Ah ouais, il snipe. C'est voulu. Pas toujours dans le mille, mais il snipe. Hein. Ah, des fois on lève des livres. Des fois ça fait mouche. On n'a pas la prétention d'être plus intéressant que personne. Non, sur cette terre. La preuve, c'est que d'habitude, quand on reçoit des groupes musicaux ici dans l'émission, on leur demande, parce qu'on ne peut pas passer pour le live Facebook, on ne peut pas passer des morceaux de musique, donc on les monte après, et on leur demande s'ils peuvent faire du live en fait. Ouais. Et vous, votre réponse a été non, parce que on ne pourrait pas le faire sans les autres. Donc c'est bien la preuve que... Ouais, on aurait pu aussi, tu oui, vois. Enfin, mais par rapport à l'album qui vient de sortir, comme ils étaient présents. Mais moi, je préfère valoriser l'album, tu vois. C'était ça en fait. Voilà, c'est pour ça, c'était pour rebondir sur Damien qui disait. Exactement. Et en fait, non. T'inquiète, hein, tu ne veux pas. On a pas mal pris sa blague, t'inquiète pas. Et pour les autres, justement, tous les autres musiciens qui sont présents dans l'album, vous avez fait donc des recherches pour essayer d'inclure, tu le disais, d'autres instruments, divers instruments, du saxophone, entre autres. Et est-ce qu'il y avait des instruments auxquels vous n'aviez pas pensé, mais que vous avez décidé d'ajouter par le hasard d'une rencontre, par exemple? Oui. Notamment les instruments qu'utilise Pierre-Yves Protet. Donc moi, à la base, le balafon, ça, je savais que je voulais en mettre. Je voulais vraiment mettre du balafon. En plus, je viens d'une histoire où un morceau qui est une collaboration entre un artiste hip-hop bruxellois et Victor Démé, on voulait mettre du balafon et finalement, ça s'est jamais fait. Donc je crois que je gardais une grande frustration à pas avoir mis du balafon encore sur un album, et j'adore cet instrument. Donc voilà, donc finalement, c'est un marimba trafiqué en balafon. Par contre, je voulais mettre du gembri. Finalement, j'ai pas mis du gembri. Donc le gembri, c'est un instrument marocain des Gnawa, donc les esclaves noirs du Maroc. Mais Pierre-Yves Protet, le musicien qui collabore avec nous, lui nous a apporté un autre luth du Niger qui s'appelle le gouroumi, qui est un luth du Niger qui si tu veux, qui sonne plus aigu qu'un gembri qui est plus proche d'une basse. Et ça, je savais pas, par exemple, que j'allais mettre. Donc on peut dire que finalement, cet instrument-là, il a été mis sur l'album, sur le morceau Raining qu'on va écouter. Par exemple, il y a du gouroumi, est arrivé par la présence de ce musicien. Oui. Et ben justement, alors, comme disait Damien, c'est le moment où l'émission touche à sa fin. On vous remercie énormément d'avoir bien voulu venir nous faire la joie de faire découvrir votre groupe et votre musique. Merci à vous de nous avoir accueillis. Si on veut vous faire venir en concert, on peut vous contacter via la page Facebook. C'est ça, via la page Facebook de Dalva, donc Dalva Music sur Facebook, Music en anglais, et sur YouTube c'est pareil, Dalva Music. Là il y a les coordonnées, donc le contact c'est dalva.contact@gmail.com. Bravo. Sinon, parce que l'album, on peut se le procurer aussi par sur Bandcamp. Sur Bandcamp, on peut nous écrire en privé aussi, on l'envoie par la poste. Et puis alors après sur Bandcamp, on peut l'envoyer par la poste, il peut être acheté en digital. C'est un peu the place to be, tu vois. Donc tous les moyens pour pouvoir se procurer l'album ou pour pouvoir avoir des nouvelles sur Dalva, n'hésitez pas, Facebook, YouTube. Et allez les voir sur scène, parce que moi j'ai eu cette chance et très sincèrement c'était époustouflant. C'était trop court, voilà. C'est ça le plus beau compliment que je peux vous faire, j'ai trouvé ça trop court. Alors c'est que t'as pas vu le spectacle passer, parce que c'était quand même 1h30 de spectacle. Mais oui. Et j'ai pas vu le spectacle passer. Bon bah écoute, super. C'est génial ça. Voilà. Super. C'est un beau compliment. Merci tellement. Merci beaucoup. Et ben voilà, donc oui, n'hésitez pas à aller voir Dalva sur scène. Et si vous ne pouvez pas parce que vous êtes trop loin ou pour d'autres raisons, et bien au moins écoutez l'album. On vous l'a dit tout au long de ces 2 heures d'émission. C'est vraiment très très bien, c'est vraiment très bon. Tout le monde peut y trouver son compte parce que c'est un vrai mélange qui va plaire. Forcément, les gens qui ont l'oreille musicale vont y trouver un intérêt, en fait, puisqu'ils trouveront la musique qui leur parle.
Merci Yann d'avoir bien voulu jouer Avec plaisir. le cinéaste ce soir, puisque nous n'avions pas Raphaël. Merci à toi Damien pour la partie technique. Merci à Talmo pour son jeu. Merci à Dalva une nouvelle fois. Merci à vous. C'était un vrai plaisir. Merci à vous de nous suivre encore et toujours. On vous dit rendez-vous dans 15 jours. À très vite. À bientôt. Ciao. Bisous. Et on va se quitter avec un 4e morceau de d'Alva. Et celui-ci s'appelle Raining. L'émission d'aujourd'hui se termine, mais n'hésitez pas à la podcaster sur les plateformes SoundCloud, iTunes et Spotify. Toutes les infos et l'agenda de l'émission sur notre site internet www.